Hey, salut, bon matin. Bon matin, oui, je sais, c'est le soir, mais vous le savez, à quelque part dans le monde, c'est tout le temps le matin. Et qui dit matin dit c'est l'heure de se réveiller. Même si je sais qu'il y en a un parmi nous ici qui n'est absolument pas d'accord avec le principe de se lever tôt le matin. Je suis sûr que la personne en question le sait exactement. Elle se sent concernée tout de suite. Donc voilà. Bonjour. Alors, je suis en ce moment avec Jérôme qui est à ma gauche dans mon écran. Et ben, techniquement, en fait, à ma droite si je lève la bonne main. Mais bref, il est à gauche dans mon écran. Donc voilà. Fait que Jérôme, bonjour à toi. Salut, salut, ça va bien? Oui, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Là, je suis sur un podcast cool, un lundi soir, c'est le fun. Ouais, tout à fait, exactement. Puis effectivement, Shani, les alertes ne fonctionnent pas pour des raisons évidentes de on maintient la paix dans ce chat. Voilà, aussi simple que ça. Donc, à défaut d'être du côté obscur pendant le podcast, on va être du côté lumineux dans le chat, bien entendu. Alors j'espère, Jérôme, que tu as passé une belle journée. Oui, absolument. J'ai fait du montage pour un pilote, pour une émission que je vais pitcher bientôt à travers ma nouvelle compagnie que j'ai lancée cette année. Oh! Et on va entre autres faire des films d'horreur. Je sais pas si vous aimez ça, là, Ah, mais je ça va faire déteste. partie des, Je ça va déteste. faire partie des trucs qu'on va faire. More on that soon. Mhm, tout à fait. Et dans le centre, dans le coin centre, nous avons Stoop, communément appelé You're with Stupid dans un chat, mais qu'on appelle Stoop de façon amicale, de la chaîne On Game Dessus, dont j'ai laissé d'ailleurs le tag, et que vous pouvez laisser un follow, bien entendu, ce serait apprécié. Comment il va, Stoop? Ça va très bien vous-même. Ça va très bien, oui, en effet, en effet. Et toi, tu as passé une belle journée. Est-ce que tu as fait du montage ou tu as eu une autre activité aujourd'hui? Non, on n'a pas monté tant que ça, non. Vous avez pas monté tant que ça. Non. Ben, c'est correct. Une journée relax, ça en prend bien une fois de temps en temps. Moi aussi, c'était ma journée relax. J'avais juste le matin à enseigner, puis l'après-midi, j'étais tranquille. Fait de la lecture, voilà. Puis j'ai préparé ce qui me restait à préparer pour aujourd'hui. Et ben finalement, dans le coin gauche ou droite, tout dépendant de votre point de vue, nous avons Domino, de son nom Domino Dreams dans le chat, bien entendu, si vous voulez la suivre, qui n'a pas de caméra, mais que ça ne retiendra pas de parler ce soir avec nous. Comment ça va, Domino? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci à toutes les trois d'avoir accepté l'invitation pour d'abord, non seulement mon premier podcast saignant, mais mon premier podcast tout court en fait. C'est vraiment un concept que je commence aujourd'hui, qui va se répéter à tous les lundis en changeant le sujet. La semaine prochaine, ça va être un podcast sur la politique québécoise canadienne avec un autre streamer de la même équipe que Monsieur Stoop ici. Mais sauf qu'à tous les deuxièmes lundis du mois, je vais réitérer l'expérience d'un podcast sur le cinéma d'horreur. Donc, oui, exactement, number one, un magnifique gif. Puis dans ton gif, le gars porte tellement une chemise qui me ressemble que j'ai cru un instant que tu m'avais pris à mon insu en train de danser un moment ou un autre. Donc, du coup, très simple pour aujourd'hui. Il y avait une petite question. La thématique que j'ai mis de l'avant aujourd'hui, bien simple en fait, il y a un adage qu'on entend tout le temps, et vous l'avez lu si vous avez vu le tag dans le titre, le c'était mieux avant. Et c'est de ça que j'avais envie de discuter pour mon premier podcast saignant, parce que, ben, il y a beaucoup de gens qui arrêtent pas de dire que c'était mieux avant. Et ils disent ça dans absolument tout. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vrai, pour le cinéma d'horreur, que c'était mieux avant? Et c'est la question à laquelle je voulais répondre en premier. Donc, très simple, en effet, j'aimerais ça d'abord, d'ores et déjà, à tour de rôle, vous demander votre avis sur le sujet. Puis je vais commencer à l'inverse, je vais demander à Domino en premier de donner son avis. Selon toi, est-ce que les films d'horreur étaient mieux avant, selon toi? Ben, dans une certaine perspective où je trouve que l'imagination était plus là, je trouve que oui. Ok, c'est bon, très bien. Stoop, qu'en penses-tu? Je pense pas que les films d'horreur étaient mieux avant. Oh, ok. Alors, on a deux avis divergents déjà, et on a un certain Jérôme qui, de son visage très expressif, nous démontre qu'il a probablement un point de vue différent. Quel est ton point de vue, Jérôme? Mon point de vue est oui et non. Oui et non. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on recherche. Si on recherche quelque chose qui, en effet, peut-être un peu plus de, pas nécessairement de l'imagination, mais un petit peu plus de la personnalité des réalisateurs, des artistes derrière le truc. Oui, c'est sûr que en passant par moins l'éditorial, quand on était plus dans une connotation que de faire des films, c'est une expérience plus, pardonnez l'expression, broche à foin. Hmm. Il y a beaucoup de trucs qui passaient plus. Je pense pas qu'on aurait un Sam Raimi qui sortirait de nulle part de nos jours, ou sinon il sortirait de nulle part, puis un an d'après, il serait
se plugger sa machine Marvel, puis ça serait pas mal ça. Là. Je pense que c'est juste au niveau des risques qui sont pris, vu que c'était des trucs qu'on s'en foutait un peu, techniquement, des films d'horreur, c'était comme vu comme... Paramount, par exemple, avait les films de Star Trek, puis Friday the 13th, puis ils s'en sont sacrés, même si c'était leur vache à lait pendant 10 ans. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je pense, juste une question de toutes les producteurs puis les 18 auteurs autour d'une table, toutes les affaires, tous les cerceaux qu'on a à sauter à travers, peut-être des fois ça permet un petit peu moins d'imagination. Mais en même temps, on a des compagnies comme les A24, tout ça, qui essayent vraiment de miser sur l'artiste et sur le fait que ça dépend vraiment. Si on parle d'horreur plus mainstream, ça vient par vague. Au moins, on n'est plus en 2003 où tous les films d'horreur étaient comme avec des soundtracks tu sais, des soundtracks style le film Freddy vs. Jason, que c'est tout du dark metal, quand tous les autres films des séries, c'était de l'instrumental ou de l'électronique, vraiment comme, tu sais, de films style John Carpenter, puis là, tout d'un coup, t'as Aerials de System of a Down, genre, fait que ça, c'est pas mal tous les films étaient de même, fait que ça y va, ça vient, c'est en vague, mais c'est clair qu'il y a des vagues qui sont meilleures que d'autres, fait que oui et non. Attends, tu me prends par surprise, je sais pas si je t'ai bien compris, mais il y a la tune Aerials de System of a Down dans Freddy contre Jason. Je pense que oui. Ou sinon, une autre tune de System of a Down. Je sais qu'on l'avait. Je déblatère beaucoup tout le monde. Je suis vraiment désolé. Mais j'avais fait un court-métrage pendant ma classe neige en secondaire 3. J'étais au secondaire avec Rémi Fréchette, avec qui je parlais plus tard. Il a fait Les Jaunes et L'Étrange Province, entre autres. Fait qu'on était des petits skis au secondaire. Puis au lieu d'aller faire du ski ou du snow, on restait à l'école avec notre prof répondante. Puis on faisait des films d'horreur. Puis on a fait un film qui était un Freddy vs. Jason 2. Puis on avait pris des tunes du soundtrack. Fait que je me semble que Aerials et de System of a Down est dessus. Ou sinon, en tout cas, c'est le même espèce de butt rock des années 2000 qu'il y avait dans ce temps-là. Là. Fait que, ouais. Ok, cool. Ah, puis d'ailleurs, on a Dark Simpson qui est en train de nous dire, pis t'as les films comme Winnie the Pooh, horreur. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu on va dire la chance de le voir, même si on pourrait discuter de l'utilisation de ce terme. Donc, y en a-tu qui l'ont vu? Le fameux Winnie the Pooh, Blood and Honey? Non. Toi, tu l'as pas vu? Toi, Domino? Ben moi je l'ai commencé, mais je me suis endormi dessus parce que quand il est tard, des fois, faut que je le réécoute, c'est sûr que je vais l'écouter pareil. Là. Ok. Même si, en tout cas, moi les avis que j'ai vus, c'était moyen, là, mais tout à Mm, curieux. Pour un peu comme exploser la question, plutôt, on a comme deux vagues dans l'horreur. Plus, quand je dis indépendant, on parle de 20 millions et moins, là, parce que, tu sais, les films indépendants, les A24, ça compte comme des films indépendants, même si c'est comme, tu sais... Ben, selon certains, c'est pas comme c'est pas un des majors, c'est ça que ça veut dire aux États-Unis. C'est pas Warner, c'est pas Paramount, c'est pas whatever. Fait que tu sais, t'as des films qui sont vraiment... Il y a beaucoup de films, comme le truc de Winnie l'ourson, comme Cocaine Bear, tout ça, à différents niveaux, bien sûr, qui misent beaucoup sur l'aspect what the fuck, l'aspect meme, puis pour le meilleur et pour le pire. Puis là, oui, Winnie l'ourson, le personnage est devenu dans le domaine public, fait que ça fait beaucoup de pubs, que là, il est dark, mais ça fait très... c'est du edge pour du edge. Mais c'est ça, là, il y a une mode il va y avoir des personnages littéraires qui vont sortir. Mais il y a 15 ans, il y avait toute la vague des Abraham Lincoln Vampire Hunter. Puis, tu sais, comme j'ai dit, c'est vraiment des vagues. J'ai pas vu le film de Winnie the Pooh, mais en même temps, c'est comme. J'ai pas vu tous les films 13-13 de David de Coteau, puis ça avait l'air de la même qualité. Fait que, tu sais, c'est des personnages en t-shirt blanc qui sont. Je sais pas, c'est comme si Terrifier avait pas l'imagination puis pas le budget, mais avait les mimes, là. Fait que c'est pas... Peut-être que je monte mon âge un peu, mais non, en effet, ça me turn on moins. Mais je vais le voir un moment donné, juste pour le fun, là, mais il va attendre un peu sur l'étagère. Non, effectivement, il peut attendre aussi longtemps que tu le veux, là. Moi, j'ai eu la chance de le voir en entier, mais en fait, c'était particulier parce que la seule version que j'ai réussi à trouver, c'était une version où est-ce que t'avais quelqu'un qui parlait en français par-dessus le film en anglais. Ouais, c'était pas super, mais au moins, j'ai compris l'essentiel, même s'il y avait très peu de choses à comprendre, soyons francs. Puis justement, en fait, la question... C'est le fun qu'on parle de ce film-là, parce que ça m'amène justement à penser... Je pense, en fait, que c'est précisément... ce genre de film-là qui amène peut-être des gens à penser que les films d'horreur étaient mieux avant. Mais ça, c'est plus peut-être dans les gens qui, comment dire, j'allais pas dire qui aiment le cinéma indépendant, parce que dans les faits, ce film-là aurait dû être indépendant si ça avait pas été du fait que ça s'appelait Winnie l'ourson. On s'entend, là? Sans ça, il y aurait sûrement pas eu la publicité qu'il y a en ce moment, puis il aurait surtout pas connu une sortie cinéma. Donc,
C'est bien ça. Ben, tu sais, d'un point de vue, c'est quand même bien pour ce film-là. C'est vraiment, tu sais, en tant que. Parce que moi, j'en fais, là. Je suis scénariste, je suis auteur-producteur de ça. Puis tu veux un edge, comme par exemple, d'un autre côté de la médaille, t'as Skinamarink, par exemple, qui a commencé avec des échantillons du film sur TikTok. Puis c'est ça l'a explosé d'une manière différente. Puis là, oui, c'est très art house, c'est très. Tu sais, tu peux littéralement faire n'importe quoi d'autre pendant que le film il joue encore. Tu vas regarder, puis l'écran n'a pas bougé d'un centimètre. Là, tu sais. Mais il y a quand même, si tu veux prendre le temps d'appréhender le film, nanana, faire ton étudiant de film, puis la sémiologie, puis tout, tu peux voir qu'il y a quand même une histoire qui est racontée, puis tout ça. Il y a quand même au moins une expérimentation intéressante. Puis ça, par contre, ça, c'est quelque chose que, à part si tu t'appelais David Lynch ou David Cronenberg, dans le temps, c'était pas vraiment quelque chose qui avait la chance d'être à l'écran. Fait que de ce côté-là, côté horreur expérimental, on en a peut-être plus maintenant, puis on a aussi l'Internet qui permet de voir plus de trucs. Fait que mais oui, l'espèce de mode de hey, on a une idée, puis quelqu'un quelque part veut payer pour, fait qu'on va le faire, mais on s'en fout si le truc. C'est comme. C'est un peu l'approche quand Friday the 13th, ils ont financé le film entièrement sur le fait qu'ils ont pris un poster à Variety, puis après ça, ils ont engagé Victor Miller pour l'écrire. Fait qu'il y avait pas d'idée de film, il y avait juste Friday the 13th, most terrifying film ever made dans Variety, puis ils ont eu leur budget comme ça. Fait que tu sais, cette approche-là, elle peut marcher, elle peut pas marcher, mais il y a beaucoup Tu le sens quand il y a des coins coupés où il y a des trucs qui devraient être dans un film qui le sont pas, là. Ok. Ça, toi, Stu, qu'est-ce que t'en penses? Selon toi, pourquoi est-ce que il y en a plein qui disent que les films d'horreur étaient mieux avant? Selon toi, ça vient d'où cette vague-là? Moi, je te disais que le plus gros aspect que je pense qui fait que le monde dise ça serait genre la nostalgie. La Genre, nostalgie, j'ai ok. grandi avec Freddy, avec Jason, avec Mike Myers. Comme ça reste là. Puis j'essaie de revoir comme cette émotion. Genre, comment je me sentais dans ce moment-là de ma vie quand j'ai écouté ça. Puis, Terrifier, ça marche pas. Puis, The Witch, ça marche pas. Ben, c'est pas bon. Ouais. Tu sais, c'est comme. J'ai l'impression que c'est un peu comme le même parallèle avec la musique. Là, tu sais. La musique d'aujourd'hui, il n'y a plus rien de bon. Bon, mais c'est plus Motley Crue, là, c'est rendu autre chose. Puis, tu sais, oui, de la merde, il y en avait avant aussi, là, mais aujourd'hui encore, faut juste que tu cherches. Non, c'est ça. Puis d'ailleurs, dans les faits, Terrifier, je suis désolé, mais moi je trouve que c'est une excellente saga de films. Là. En tout cas, les deux Terrifier, là, ça, y a aucun doute là-dessus. Puis All Hallow Eves aussi, je l'ai vu. J'ai vu le premier, je trouve ça excellent. Pour l'instant, là, tout au moins. Là. Même si je trouve que Terrifier 1 est absolument génial. Je pense que le 2 est beaucoup plus indulgent. Je pense que certaines personnes, des fois, ils aiment. À cause de l'Internet, justement, puis du fait on a maintenant une génération de jeunes qui ont grandi sur des critiques style Nostalgia Critic ou juste passer à travers le film en critiquant des aspects, tout ça, ils pensent que c'est ça qui constitue de la critique de film. Fait que c'est sûr que là, tu as un film où c'est très indulgent, puis que il est comme un peu plus long que le premier. Le premier avait un bon pacing, le deuxième, je trouve qu'il y avait peut-être un petit peu des longueurs, parce que justement, le film, je pense qu'il dépasse un peu 2 heures. Le sweet spot pour un film d'horreur, anyway, c'est 90 minutes, puis ça, si tu dépasses le moindrement, ou tu t'es pas en train de faire de Changeling avec George C. Scott. puis même ce film-là, il est comme 100 minutes, là, tu sais, fait que non, c'est ça, j'ai complètement perdu le fil. Alors, c'est correct, je vais en profiter pour passer la balle à Domino. En fait, toi, tu penses pourquoi il y a du monde qui dit que les films d'horreur c'était mieux avant? Ben, c'est comme. Moi, je te dirais que, pour moi, selon moi, là, pourquoi que moi je dis ça, c'est plus au niveau de toutes les remakes qu'il y a. Il y en a qui vont être excellents, des remakes, là, mais c'est comme, quand on passe à des affaires comme Freddy, le remake de Freddy qu'il y a eu en 2010-2018, puis, comme le Vendredi 13, excuse-moi, là, mais j'avais envie de. Je l'ai vraiment pas aimé. Mais, c'est comme. Je pense que c'est surtout ça qui tue. Mais, il y a des très bons films qui sortent aujourd'hui. Il y a quand même des excellents. Là. Puis, justement, quand on réussit à sortir du niveau où on fait pas qu'est-ce qu'on a fait avant, ben, je trouve que c'est là que les pépites sortent, là, beaucoup, là. C'est comme, je sais pas, moi, Héréditaire, Excision, des genres de films de même, moi, ça vient me chercher, mais la copie m'intéresse beaucoup moins, puis c'est souvent ça sur quoi qu'on tombe le plus habituellement. Ok, ouais, c'est ça. Toi, dans le fond, là, ce que j'entends dans ta définition du mot remake, c'est qu'on parle pas juste, mettons, de refaire un film avec le même titre qu'avant puis raconter une histoire similaire, mais de reprendre toujours les mêmes trames scénaristiques dans à peu près tous les genres. Ouais. Genre, tous les slashers sont au final des copies de Halloween ou de Freddy Krueger, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça que je veux dire. Okay. C'est vraiment comme...
sais, de prendre quelque chose qui a été fait, qui était très bien, puis d'en faire quelque chose de vraiment plus bas de gamme juste pour faire de l'argent, je te dirais. Ok, ouais, ok. Il y en a que c'est ça, il y en a d'autres que non, là, des remakes, il y en a des bons. Là. Mhm. Dans le fond, ça serait plus un manque de passion, dans le fond. Comme par Ouais. exemple, tu as des remakes comme The Thing ou The Blob ou même Scarface de 83, que c'est des remakes de vieux films des années 30, des années 50, tout ça, mais il y a une passion pour le matériel. Il y a une espèce d'honnêteté qui genre, veut faire cette histoire-là. C'est pas juste comme, bon, ben j'ai un chèque de paye pour faire cette C'est histoire-là. ça, c'est pas juste signer ça, tu sais, c'est je fais une autre affaire avec quelque chose qui était bon avant. Moi, je veux l'emmener à un autre niveau, tu sais. Hmm. C'est ça Ok. que je veux dire par là, moi. Ah, ok, ouais, mais je comprends bien. Peut-être bien que je pourrais à un moment donné faire un épisode sur les remakes éventuellement. Ce sera à réfléchir, là, parce que c'est ça. Il y en a qui ont beaucoup de choses à dire dessus, notamment Nightmare on Elm Street 2010, là. Oh. Bref, bref. Bref, donc, d'ailleurs, ça m'amène à une question. Tu sais, on dit beaucoup que les films d'horreur c'était mieux avant. Puis, tu sais, moi, la deuxième question que j'avais en tête, en fait, était un peu reliée à la raison, moi, pour laquelle je trouve que. Peut-être moi-même, je l'admets, je fais partie de ceux qui pensent que les films d'horreur étaient en général mieux avant. Mais je devrais être plus exact. Les films sortis au cinéma étaient mieux avant. Mais je trouve que la scène indépendante du cinéma d'horreur se débrouille quand même assez bien. Tu sais, on y trouve des fois en fouillant un petit peu vraiment, tu sais, des bonnes petites pépites. Je crois qu'en fait, le dernier indépendant que j'ai vu, c'est un film qui s'appelle The Gin, qui est sorti en 2019. Il y a un seul lieu, c'est un appartement, genre pas plus gros qu'un 4,5. Puis toute l'intrigue se passe là. Un enfant invoque un djinn pour faire un vœu puis retrouver sa voix. Le djinn le pourchasse dans l'appartement, puis il doit survivre toute la nuit. Sauf que l'enfant réussit à aveugler le djinn, donc ça rend la tension exacerbée, parce que là, le monstre se fie au bruit. Il est plus genre un monstre surpuissant qui va clairement défoncer l'enfant. Non. On va faire attention à ce qu'on dit, mais vous avez compris ce que je voulais dire par là. C'est tout, t'as changé de face, je sais, voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire? Ok. Qui va le tuer, le massacrer. Voilà, c'est bon, c'est dit. On vit dans un monde où cet aspect-là est mieux. Oui, tout à fait, exactement, voilà. Et du coup, le fait que le monstre soit aveugle, c'est ça qui fait toute l'attention du film à lui complet. Ça, je trouve que c'était génial, l'idée était bonne, le décor permet ça, parce que si ça avait été dans une grande maison, ça aurait pas été pareil. Tu sais, le fait que ce soit un appartement, que l'espace soit petit puis restreint puis qu'il faut qu'il se rampe à quatre pattes pour passer à côté du monstre qui est debout puis qui essaie de le chercher juste en se fiant à ses oreilles, ça, c'est complètement cinglé et bonjour Ultimate Chaos. Moi, ça fait partie des films que j'adore. Mais les blockbusters, quand je vais au cinéma, moi, j'ai fait un constat puis je sais pas ce que vous en pensez puis j'aimerais ça savoir pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un blockbuster qui sort au cinéma, c'est presque tout le temps un film de paranormal, un film d'esprit. Pourquoi? Pourquoi, selon vous, les boîtes de production se tournent vers ce sous-genre-là? Ah ben donne-moi des exemples récents, parce que j'essaie de penser à des exemples, puis il me semble que ça remonte Toute la saga des Annabelle, des Conjuring, tu sais, tout ça, Ouais, toutes ok. les Insidious. D'ailleurs, il y en a un autre qui sort. Ouais, c'est ça, j'ai oublié qu'il y en avait un qui sortait cette année. Ouais, Il y en a c'est ça. beaucoup. Mhm. Je pense qu'il y a beaucoup de studios qui ont vu ce que Kevin Feige faisait avec Marvel, puis ils disent on veut créer des univers, tout ça. Fait que veux pas, si t'as des personnages qui sont des chasseurs de fantômes, comme la famille, là, en fait, c'est Warren, basé ouais. sur du. Ouais, les Warren, c'est basé sur du vrai monde, qui ont entre autres enquêté sur Ocean Drive à Amityville, là. Fait que, tu sais, c'est tout. C'est ça qu'ils font, ils enquêtent pour des fantômes, fait que c'est clair qu'il faut que tu leur donnes des fantômes ou des affaires similaires à enquêter. Mhm. Puis là, ça devient pas mal, c'est là. Avant ça, on avait il y a quelques années d'avant, on avait le torture porn, les trucs de si tu décides que tu backpack en Europe, ben tu vas te faire tuer, ou si tu backpack en Amérique latine, tu vas te faire tuer. Si tu t'en vas en Europe de l'Est, tu vas te faire tuer dans Hostel, par exemple. Non, mais c'est ça exactement. Fait que tu sais, puis c'est pas assez de juste stabber quelqu'un. Maintenant, il fallait que tu y coupes comme le tendon d'Achille pendant 5 minutes. Puis puis il y a des aspects qui souffraient, comme par exemple, tu sais, il y a des films d'Eli Roth que j'ai jamais écouté, c'est le fun, mais ce genre de film-là, tous les personnages, versus, mettons, un Friday the 13th, où c'est des jeunes avec qui tu chillerais une fin de semaine, tu sais, ils sont cool, ils se passent un joint cool, ils sont relax, il y en a qui vont fourrer, whatever, c'est cool. Mais tous les personnages d'Eli Roth sont agressivement chiants, genre, un envers l'autre. C'est comme ce monde-là serait pas des amis dans la vraie vie. Fait que ça, il y a cette espèce de warm blanket que les films d'horreur, c'est comme de Gracie, tu passes du temps avec tes amis, c'est juste que ça donne qu'ils se font tuer un par un. Fait qu'il y a comme cette espèce d'aspect-là d'un slasher années 80, par contre,
par exemple, qui est un peu plus chaleureux qu'un slasher des mi-2000. Puis tu sais, là, t'avais la passe ironique avec Scream dans les années 90, toutes ces affaires-là. Fait que tu sais, pourquoi maintenant c'est des films de fantômes. Même question de pourquoi il y a 10 ans c'était juste du J-horror qu'on avait. On avait les Grudge puis les Ring, toutes ces affaires-là. Ah, Fait ben que, tu sais, oui. quelqu'un a vu que quelqu'un a fait de l'argent sur le dos de quelque chose, puis là, ça, tu sais, Paranormal Activity, ça avait coûté 12 000 Ah oui, c'est vrai. dans la maison du dos avec ses caméras, puis ils ont rajouté 1 million pour le marketing, puis boum, ça a fait comme des centaines de millions sur quasiment rien, puis tu regardes ces films-là, puis l'histoire, c'est comme quasiment juste du retcon à chaque affaire. Ah, en fait, la, Ah oui, j'ai la entendu fille, parler. la fille, ses parents, c'était des satanistes. Ah, en fait, ses grands-parents aussi, c'était des satanistes. C'est comme, ok, cool. Fait que ça, c'est en tout cas, fait que, je pense plus que la mode en ce moment-ci, c'est des trucs comme les Warren pis tout ça. Je pense que c'est vraiment la mode présente, c'est ce qu'on appelle l'horreur élevée. Puis en tant que personne qui aime beaucoup faire des films, tu sais, comme Evil Dead 2, c'est le film qui m'a donné envie de faire des films. Ah oui? J'ai vu ça quand j'avais 8 ans, ouais, je pense que je devance un peu. Ouais. Mais c'est ce genre de film-là, c'est de la créativité. Tu sais, je dirais pas que j'ai eu peur dans Evil Dead 2, mais ça l'a ouvert tout un monde euh, de passion, puis d'Eros, de Thanatos. C'est super le fun. Puis je pense que maintenant, ce qu'on appelle l'horreur élevée, moi, ce que je trouve un peu déshonneur avec ça, c'est qu'il faut absolument que, pour le meilleur et pour le pire, qu'on mise sur maintenant tous les troubles psychologiques des personnages, sur des trucs, c'est très dry. Puis oui, des fois, tu as des visuels intéressants comme The Witch, tout ça, c'est intéressant, ça amène de quoi de nouveau. Mais pas tous les films doivent être comme ça. Genre, tu sais, comme j'avais écouté The Menu, puis j'ai trouvé ça stupide as fuck. Là, Ah il y a beaucoup de monde qui est comme Ah, c'était une brillante critique sociale. Ouais, mais tu le sais dans le 5 minutes, dans le premier 5 minutes, genre que c'est une critique sociale. C'est comme Ah, ok, ils mangent les riches, cool. Ouais, en effet. Oh. En effet, je l'ai pas vu de menu, ça va être à vérifier justement. On a Emma Brawler qui dit sur TV Tropes, il y a une page des 8 mots mortels. I don't care what happens to these people. Ce qu'on dit quand on ne trouve personne d'intéressant ou d'aimable dans le film, donc l'intérêt est perdu et l'horreur trompe trop souvent là-dedans. Donc là, dans le fond, Emma Brawler nous parle des personnages qui sont des fois beaucoup trop inintéressants pour qu'on s'y attache, puis quand ils meurent, ben. Ben, tu sais, comme Friday the 13th 7, t'as ce qu'on appelait la bitch de service, là, la fille qui est comme juste là pour faire chier la fille principale. Puis elle, t'as gardé comme à l'avant-dernière mort ou la dernière mort avant que le méchant se fasse déjouer, juste pour avoir un gros comme Ya! Tu sais, quelqu'un s'est fait remettre à sa place, whatever. Puis tu peux pas faire tous tes personnages qui sont des bitches de service parce que sinon, ben, pourquoi j'écoute ça, tu sais? Ouais, c'est sûr, en effet. Sinon, toi, Stoop, je te renvoie donc la question que je disais. Selon toi, es-tu d'accord avec Jérôme? Pourquoi les films en ce moment sont tous des films paranormaux? As-tu un autre avis à rajouter? Ben, j'avais pas pensé à ce point-là. J'avoue que c'est une belle hypothèse. Mais moi, ce que je pense à plus, ben, la plupart du monde à qui j'ai déjà parlé de films d'horreur me disait que le genre qui leur faisait le plus peur, c'était ça. Ah ouais, ok. Les fantômes, les esprits, les portes qui claquent, les objets qui bougent. Tu sais, parce que j'ai l'impression que, mettons, à part des slashers, là, qui sont pas trop paranormaux, mettons, là, c'est comme le plus plausible qui pourrait se passer chez vous, mettons. S'il y a un courant d'air, il y a une porte qui claque, était-ce un fantôme, était-ce une grand-mère, je ne sais pas. De, de faire face à quelque chose que, comme consciemment ou inconsciemment, t'as peur dans la vraie vie. J'imagine que c'est ça qui attire peut-être plus le monde. Fait que les boîtes comprennent que ça fait peur. Fait qu'ils font des films pour faire peur au monde, pour que le monde aille les voir. Et toi, Domino, qu'en penses-tu? Ben moi, ta question m'a fait penser à une photo que j'ai vue cette semaine qui m'a fait énormément rire. C'était un meme, puis d'un côté, tu sais, t'avais comme, tu sais, une personne couchée qui a caché en moitié en dessous de sa couverte, puis il était écrit Moi, quand j'écoute un film d'horreur avant de me coucher », tu sais. Puis de l'autre côté, tu vois quelqu'un qui est super bien endormi, là, puis tout, puis qui est écrit Moi, qui écoute un documentaire sur un tueur en série avant de me coucher », tu sais. Mais tu sais, je pense que c'est comme vraiment le paranormal, les fantômes, ça. Peut-être par rapport à certaines croyances aussi, fait que beaucoup de monde ont peur de ça. Il y a aussi peut-être les faits, tu sais, comme moi, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, mais tu sais, c'est comme, tu sais, ce qui pourrait se rapprocher à plus de la peur, disons, quand j'écoute un film, c'est surtout de faire le saut, tu sais, c'est même pas de la peur, dans le fond, c'est de la surprise, tu sais, fait que tu sais, tu fais le saut, tu as comme un petit feeling, tu sais, mais je
pense qu'il y a ça aussi qui aide beaucoup dans ces histoires-là. Moi, les films comme toute la série Conjuration, c'est que, moi, comme tu parlais de Warren, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est toutes des vraies histoires que les Warren, ils ont. Ben, on s'entend, là, là, vous ne me voyez pas en caméra, là, j'en avais pas, désolé. Mais entre parenthèses, c'est toutes des histoires vraies que les Warren, ils ont enquêté dessus. Là, c'est tout dépendamment de nos croyances. Moi, je ne crois pas à ça, fait que j'ai entre parenthèses, mais je trouve ça quand même intéressant, pareil, de voir, même si ça a été énormément romancé, de voir qu'est-ce qu'ils en ont fait avec ça, puis de sortir un peu l'histoire de c'était qui les Warren, puis tout, parce que ces gens-là, ils ont existé, le mari, là, Edward. c'est ça, merci, je me rappelais plus de son nom. Mais c'est quand même un des rares enquêteurs paranormaux acceptés par l'Église aux États-Unis. Puis tout. Puis c'est comme le troisième Warren, le troisième Conjuration, c'est sur un cas que les Warren y ont fait. Puis ça a été la première fois que quelqu'un, voyons, faké la possession, genre, pour, voyons, comment on pourrait dire, pour justifier son meurtre, dans le fond. Fait que, moi, il y a ce côté-là que j'aime bien ces films-là. Annabelle, puis tout, ça mange moins, mais ceux-là, en tout cas, je les avais bien aimés pour ça. Fait que moi, je pense que c'est vraiment comme plus au niveau, c'est plus spectaculaire, genre. Ça, en fait, vois-tu, ça me donne envie de faire éventuellement aussi un podcast sur les Warren, puis parler de chacun de leurs cas, les films versus comment ça s'est passé dans la réalité. Il y a il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ah ouais. Oui, il y a de quoi à faire. On va y réfléchir pour un peu plus tard, là. Mais c'est ça. Moi, en vrai, je partage un petit peu par rapport à ça le point de vue, d'à peu près tout le monde, là, c'est tout. Puis je pense que t'as vraiment misé sur quelque chose d'important. Tu disais, le paranormal, ça vient vraiment chercher les gens dans leurs peurs les plus profondes, parce que les manifestations du paranormal qui nous présentent dans les films, outre, mettons, des apparitions de fantômes, comme, mettons, le démon rouge dans Insidious, que, bon, pas vraiment peur de le voir apparaître, nécessairement. Mais tout le reste, en fait, c'est des choses qui peuvent se passer pour vrai. Une lumière qui se met à flasher. Pareil, la noirceur qui arrive. Des portes qui claquent, des volets qui s'ouvrent, une chaise berçante qui grince, des tuyaux qui grincent, des bruits d'un mur. Ça, c'est toutes des manifestations qui sont utilisées puis qui sont associées au paranormal dans les films, mais qui peuvent se passer dans la réalité. Fait que ton cerveau finit par te jouer des tours. Fait que c'est des choses qui restent après, genre, même année, bon, à force d'en voir, tu le sais, puis tu dis, bon, il y a une explication, ça va. Mais mettons que tu découvres des films quand t'es gamin, tu commences à apprécier le cinéma d'horreur un peu. Je pense effectivement, t'as raison, ça vient vraiment jouer sur l'imaginaire des gens. Puis, tu sais, juste le premier Exorciste. Tu sais, des films paranormaux avant Exorcist 1, il n'y en avait pas beaucoup, du moins c'était pas démocratisé s'il y en avait, là. Mais en 74, tu sais, mon père, il me disait, hey, quand le premier Exorciste est sorti, j'étais allé voir ça au cinéma, puis c'était cinglé, c'était malade, puis c'était ci, puis c'était ça. Tu sais, il était vraiment à fond là-dessus, là. Tu sais, mon père avait 9 ans à cette époque-là, là. Demandez-moi pas comment il a fait pour aller le voir au cinéma, mais voilà, voilà, il a pu aller le voir. Et moi, je l'ai vu, puis je me suis dit, ouais, c'est cool, mais on s'entend que j'ai vu ça dans les années 2010. J'étais comme, ok, c'est bien, je reconnais ses qualités, mais ça m'a pas fait peur. C'était. Voilà, c'est ça. Stephen King aurait voulu écrire un film sur Jason du point de vue de Jason, mais Cunningham et Miller ont fait une bataille juridique pour bloquer l'utilisation de l'histoire. Écrire un livre. Ok, écrire un livre. Ah, ben, ouais. Ouais, ben, il avait fait un tweet à cet effet, mais je sais pas à quel point c'était comme une lettre d'intention non plus. Là, mais tu sais, Stephen King, il dit beaucoup d'affaires qu'il veut faire. Mais c'est clair que ça aurait été intéressant, mais en même temps, le film Paramount. C'est comme too much of a good thing. Je sais pas à quel point ça. J'aurais peur qu'il l'écrive puis que je me rende compte que Stephen King comprend pas Friday the 13th. C'est ce genre de ouais. Non, c'est ça. Moi, I like peanut butter, I like chocolate. I don't know if I like peanut butter chocolate. I don't know. Ça, c'est. Je sais pas. Les films d'horreur tentent d'être de plus en plus spectaculaires. Alors souvent, les plus anciens, pré-90, semblent faibles en comparaison. Et pourtant, il y a un seul film qui m'a fait faire des cauchemars dans ma vie, puis il est sorti en 90. Et ça m'amène justement à ma troisième question. Tu sais, premier film d'horreur, expliquez-nous comment justement vous avez entré dans le cinéma d'horreur. Moi, j'en ai deux en fait. J'ai le premier que j'ai vu, puis j'ai celui qui m'a fait le plus peur. Le premier que j'ai vu de ma vie, c'est L'Homme sans ombre, en anglais de Hollow Man, avec Kevin Bacon. Pitch de base très simple. Un homme est dans un laboratoire avec ses employés. Il tripe sur une de ses employés. Il essaie d'attirer son attention. Et ça l'amène à prendre des décisions qu'il ne devrait pas prendre et à vouloir avancer trop rapidement au niveau scientifique.
et donc à faire des tests pour rendre des animaux invisibles sur un être humain. Sauf que le problème, c'est que la solution en question le rend fou, parce que premièrement, il est invisible, il n'y a personne qui le voit. Fait que le poids de la solitude lui pèse dessus, mais en plus, le sérum a des effets secondaires. Ils sont pas capables de le ramener à la normale. Donc, finalement, il pète un câble puis il se met à tuer ses propres collègues puis à les enfermer dans le laboratoire. Premier film que j'ai vu de ma vie, puis à 6 ans, j'ai vu mon premier film d'horreur avec des paires de totons. Voilà, c'est à peu près ça. Ah oui, à 6 ans. Voilà. Et le deuxième, ben, il est sorti en 90, puis c'est It de Stephen King. J'ai vu ce film-là pour la première fois, j'avais 11 ans. Je suis quand même vieux. Et pourtant, ce putain de clown par Tim Curry, il me fait faire des cauchemars. Genre, des fois, là, je m'imaginais, j'étais couché dans mon lit, man. Si je regarde au pied de mon lit, man, je vais voir la face à Tim Curry me regarder avec son esti de grand sourire, là, puis qui m'attend, là. Fait que ça, c'est vraiment les 2 films qui m'ont le plus marqué. Et c'est probablement pour ça que je n'arrive absolument pas à aimer les remakes de 2017 et 2019. Même si, objectivement, je sais qu'ils ont leur qualité, qu'ils ont le budget aussi, qu'il y a beaucoup de choses qui sont meilleures, objectivement, au niveau technique. Mais j'arrive vraiment, mais vraiment pas à l'aimer. Mais pas du tout. Shining, ça, par exemple, j'arrive pas à le détester. C'est... À chaque fois que je le regarde, je l'aime toujours autant. Donc, voilà. Ça, c'était pour les miens. Toi, Stoop, vu que tu parles pas beaucoup, je vais te faire parler un petit peu, là. Donc, c'est quoi ton premier film d'horreur que t'as vu, ou le premier qui t'a vraiment fait peur, puis qui t'a fait, genre, puis qui t'a marqué? Un des deux, ou les deux. Je me rappelle pas le premier que j'ai vu, Ok. mais le premier qui m'a marqué, c'est The Ring. Oh! Le remake, là. Oh, ok. La scène du garde-robe, là. Ah, putain, la scène du garde-robe! Oh. La scène du garde-robe! Ça m'a marqué. Puis en plus, mes parents, on avait à peu près le même miroir. Tu sais, dans la cassette, là, quand sa mère se brosse les cheveux, là. Mhm. Fait que là, dans la salle de bain, elle se brosse les dents là, à 10-11 heures le soir. C'est ça. Que c'est le film qui m'a. Le film que ça fait le plus longtemps que je me rappelle qui m'a marqué. Ok. Mettons. Pour Ah, aujourd'hui. puis attends, oui, c'est vrai, il y a l'autre, là. Le film que j'ai jamais vu, mais que au club vidéo, j'ai vu ça, puis j'ai chié dans mes culottes. Ah, putain, oui. Alors, je vous laisse, gang, observer cette belle image pour qu'elle s'imprègne dans votre mémoire. Voici le film Le Dentiste 2, parce que oui, il y en a eu 2, mais je suis certain que si vous êtes allé dans un club Vidéotron dans la section horreur au moins une fois, vous avez vu cette VHS-là affichée quelque part. Parce que je crois que ça a Le jamais... pire, c'est que c'est. Hmm? Ouais, le pire, c'est que c'est pas si épeurant que ça. C'est comme un. En fait, ça ressemble pas mal au film de la série Stepfather en termes de qu'est-ce qui se passe dans les films, là. Ah ouais? C'est comme. C'est de l'espèce de horreur yuppie des années début 90. Puis Corbin Burson, il est vraiment bon dedans. Mais c'est ça, c'est vraiment comme, tu sais, à la fin du 1, au début du 2, il fait comme dans The Stepfather, où il recommence exactement la même chose que dans le 1, mais avec une nouvelle identité, puis c'est le même acteur. Fait que c'est pas, la pochette est 1 million de fois plus épeurante que Ah le ouais? film final, mettons. Ben, ça prouve qu'ils sont doués en marketing, j'imagine. C'est du. Je me semble que c'est du vieux Lionsgate ou du vieux Miramax là, en termes de qualité. Là, un peu qualité style Wishmaster, là, me semble. Oh boy, ok. Hey, Wishmaster, il y en a pas mal en Ok, plus. ok. Je me reprends. Wishmaster 2, 3, mettons. Pas Wishmaster 4. Par contre, ça c'est Direct TV. Wishmaster 4, c'est Tommy Wiseau. Là. Mhm. Mais ouais. Mhm. C'est bon. Puis toi, Domino, soit ton premier ou le film qui t'a fait le plus peur puis qui t'a le plus marqué dans ton enfance. Ben, moi, les premiers films que j'ai vus, ben, je me souviens pas, puis ma mère non plus, je l'ai appelée tantôt, puis elle s'en souvient pas. Fait que, moi, mes premiers souvenirs que je te dirais, là, c'est Jason, Ok. ben, Vendredi 13. Le premier? Oh, ben, non, plus, nous autres, surtout quand on était jeunes, on était 2, 3, 4. Pour Ok. savoir pourquoi, tu sais, il y en avait plus que 2, 3, 4 de sortie, mais on n'avait jamais vu le 1, tu sais. Ah ouais? Mais ça, tu sais, fait que ceux-là, ben, tu sais, ils m'ont gros marqué quand j'étais jeune. Mais le film qui me fait plus peur, moi, c'est La ligne interdite ou Mhm. Flatliners, vous avez dit tantôt en anglais. Oui. Mais ça, c'est par rapport au thème du film, puis tout ça, c'est de quoi qu'il vient me chercher énormément. Puis, tu sais, c'est un film qui est super bon en plus, mais ça, ce film-là, c'est anxiété over par-dessus la tête là, pendant 2, 3 semaines. Là. Fait que, je l'écoute plus. Dirais-tu que c'est un autre exemple de film qui a eu un remake pas bon? Oui. Je connaissais pas du tout ce film-là. Ça s'appelle La ligne interdite, puis dans le fond, il y a un film original puis un remake.
Ben là, il y Ouais. a Kiefer Sutherland dedans, puis je pense Julia Roberts, me semble. C'est Ok. comme Ouais, c'est un Kevin Bacon. gros cast, là. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Ok, j'ai jamais vu Il y a ça va Kevin être. Bacon aussi. Oh, ok. Puis un des frères Baldwin, me semble que c'est William. Oh non, je me trompe. William ou Daniel. Quand c'est pas Alex, c'est un des deux Ah, autres. Là, fait que c'est un de ceux-là, là. Mais c'est ça, ouais, c'était un gros film, je pense, pour l'époque. C'était une grosse sortie. Là. Mais bon, Ah, c'était à voir pour ceux qui l'ont pas vu. ok, Mais c'est ça. ok. La ligne interdite, puis Jason. D'ailleurs, anecdote intéressante, le premier vendredi 13, en fait, quand Sean Cunningham il l'a fait, la scène de fin, c'était supposé être juste une hallucination de Alice. Puis finalement, là, apparemment, t'as fait Hey, il y a de quoi à faire avec ça. Puis là, Sean Cunningham a dit Non, mais vous êtes con, faites pas ça, ramenez-le pas, c'est bien cave. Finalement. Puis le sac de patates dans le deuxième film, ben, c'était juste parce que le maquillage était tellement horrible à faire qu'ils ont préféré y mettre un sac de patates à la tête, puis ils ont juste gardé le maquillage pour les scènes de fin. Ça, c'est. Ouais. Ah oui. C'était aussi une espèce d'allusion à un film qui s'appelle The Town That Dreaded Sundown, qui est basé sur un fait divers, c'est un vrai truc. Puis il y a un gars qui se promenait avec un masque de patates. Puis dans ce film-là, il y a quelqu'un qui se fait tuer avec un trombone, l'instrument. Là. Il y a quelqu'un qui a mis un couteau sur le coulis d'un trombone, puis qui tue quelqu'un avec un trombone. C'est malade. Ok, ça De- c'est. Hey, ça c'est absurde rare, ce genre de choses qui me Mais, fait. mais c'est joué 100% straight. C'est sérieux qu'est-ce qui se passe, OK? Ah ouais? Mais c'est un bon film, mais c'est un bon film dans le style de Last House on the Left où t'as Ok. des moments un petit peu redneck drôles pour qui Ouais. sortent de nulle part, pis t'es comme ah ok cool. Ouais, j'ai vu ça la dernière maison sous la gauche il y a plusieurs années, j'avais bien aimé. Alors, on sent le talent de Wes Craven là-dedans. Si je me souviens bien, c'est lui qui l'a réalisé. Moi, quand j'étais Ouais. jeune, le premier film d'horreur que je me souviens avoir vu, c'était Return of the Killer Tomatoes avec Oh, putain. George Clooney. Oh my Oh Euh, Seigneur. Mais tu sais, j'aimais ça. Il y avait John Astin de Addams Family dedans, puis c'était le fun. Puis tu sais, je comprenais pas toutes les jokes, comme les jokes de placement de produits une couple d'années avant Wayne's World, il fallait le faire. Mhm. Mais le premier film qui m'a fait peur, que je me souviens quand j'étais petit, puis il fallait que je dorme dans le lit à ma mère parce que mon père travaillait, puis j'avais trop peur là. Ah ouais? Quand j'ai vu Darkman. Puis c'est Darkman, juste ah parce ouais? Ok. c'est pas un film d'horreur, mais le gars, il a la face brûlée quasiment tout le long Ouais, du film. Puis tu sais, quand t'es comme 4 ans, puis c'est la première fois que t'es confronté à des brûlures. Je sais pas pourquoi quel enfant de 4 ans aurait besoin d'être confronté à ça, mais tu sais, t'es confronté à des brûlures du troisième degré. J'avais fait des cauchemars une couple de jours, mais après ça, de plus en plus, j'ai commencé à le dessiner, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Sinon, ben, des Aliens aussi, c'est des films qui me prennent louer des Aliens, puis des Terminator, puis des Predators, puis ça, puis sans sacré. Puis j'étais comme, ok, cool, ben, I guess I'll watch Alien now. Puis, Mhm. mais le film qui m'a vraiment inspiré dans la vie, c'était quand j'avais 8 ans, j'ai vu Evil Dead 2 au câble la nuit. Là. C'était un été, puis tu sais, il a joué, puis j'étais comme. Mhm. J'étais Ah genre oui. comme. Dans le temps où il y avait une chaîne torontoise qui s'appelait Scream, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Moi, j'ai pas connu ça. C'est comme l'équivalent de ce qu'on a à Star Shudder puis Frisson.tv, mais Ok. c'était torontois. Puis à chaque affaire, tu avais des hostess de films d'horreur, un peu comme Elvira. C'était des filles gothiques cute qui étaient comme genre Today's film is going to be Friday the 13th Part 4, the final chapter. But it's not really the final chapter, is it, Jason? En tout cas, c'est le fun. Là. Quand même, ouais, j'ai pas connu le câble, ben, fait que moi, malheureusement, j'aurais pas eu la chance de voir Le- tout ça. Le câble, c'était le meilleur ami des enfants des années 90 qui Mhm. voulaient comme s'initier ou qui tombaient sur de l'horreur. Tu sais, c'était malade ce que Mhm. tu pouvais comme. C'est parce qu'avant ça, j'ose imaginer quelqu'un qui était un peu plus vieux, quelqu'un qui était comme ado dans les années 80 ou jeune enfant des années 80, fallait que tu loues le VHS, puis les VHS dans le temps coûtaient super cher. C'était Ah des, non, tu non, sais, non. les louer, c'est pas si pire, mais les lecteurs coûtaient comme dans les début 80, ça coûtait un lecteur VHS, c'était comme c'est comme des 1000 pièces là, puis tu sais, si vous voulais moindrement que tu les achetais, genre c'était comme 90 pièces tout ça. Là. Fait que là à partir Ah des ouais? années ben, ça coûtait cher. Tu regarderas des vieux. Si tu lis des vieux Fangoria, tu regarderas comme les prix de vente de certaines cassettes. Puis c'est genre, on est on video, only $89.95. C'est. Mais, Ok. mais nous autres, ça passait à TV dans les années 80. Tu sais, étrangement, si vous checkerez l'histoire, parce que là, je suis pas capable de tout vous la dire, mais en tant que tel, tu sais, le cinéma d'horreur au Québec, je pense que commençait vraiment à être plus enlevé quand Julie Surprenant elle a disparu. Ok. Les parents, ils avaient comme fait une pétition pour que les films d'horreur, ils sortent, ils sortent, qu'ils enlèvent ça de la TV, parce que nous autres, on avait Ciné Frayeur, là, qui passait, j'en parlais tantôt, qui passait à la TV, là, le soir.
Ouais, moi je parlais principalement surtout comme les câbleaux de distributeurs américains comme les Showtime puis les Ouais. affaires comme les années fin 80 où tu avais comme des chaînes de 24 heures parce que des années 80 à cette heure c'est inconcevable mais la plupart des postes fermaient à minuit genre fait que ça c'est une autre affaire aussi là qu'il y avait où C'est- tu sais t'as les sign-offs ça existe plus à ça c'est 24 heures puis depuis les années 90 là, Ah fait que oui, puis on avait une été qui griche en gris jusqu'au lendemain matin. Ben Ah oui. oui. Ou bien avec des le show est couleurs. fini il va te coucher genre Ouais, c'est c'est ça. ça. Ben oui, c'est vrai, il y avait des chaînes qui fermaient. Je me rappelle quand j'étais jeune, je me levais le matin, puis Radio-Canada commençait à 7h avec la petite intro avec l'oiseau puis la carte du monde. Et J'écoutais mes petits dessins animés du matin. Ma grand-mère voulait pas que j'écoute de films d'horreur, bien entendu. Vous en doutez bien, là. Mes parents me laissaient faire, puis ils me laissaient écouter ça, puis ça le dérangeait pas, là. Mais bon, hein, c'était des beaux souvenirs, en effet, mais j'ai malheureusement pas connu ça, parce que moi, dans le fond, je suis né en 94, puis en 2000, le câble était sorti de la maison. Donc, Puis t'avais l'Internet si jamais tu manquais de quoi. Puis même si c'était pas comme l'Internet rapide, c'était de plus en plus facile. ouais, c'était Euh, so-so l'Internet, parce que nous autres, dans le fond, ma belle-mère, à l'époque, était aux études, mes autres parents, ben, on avait le câble, mais, tu sais, pas vraiment, genre. C'était compliqué. En fait, j'ai vraiment pas connu la belle époque où tu pouvais tomber sur un film d'horreur à la télévision, là. On avait... On avait mon, pas mon grand grand-chose. J'étais chez mes grands-parents, mon grand-père s'endort, puis tout d'un coup, t'as la mouche 2 qui se met à jouer. Puis tu sais, t'as comme la scène, je sais pas si vous avez vu la mouche 2 Non. Ouais. de Fly 2. Mais c'est comme une suite un peu plus slasher du film de Cronenberg. Puis c'est comme une scène où la mouche a vomi sa bile qui fait fondre les trucs dans Charmant. la face d'un garde de sécurité. Puis sa face à fond, mais Télémétropole s'en sacrait. Il crissait ça de même, ça, ou Télé 4 saisons dans le temps. Là. Oui. Télé 4 saisons. Ah oui, Télé 4 saisons, TQS. Aïe aïe aïe. Hey, écoute, ça, puis justement, ça m'amène à de quoi de même. Là, tu sais, on parle vraiment de la belle époque du cinéma d'horreur où ce que t'avais plein de films qui étaient prévus pour la télévision aussi, vu que ça passait plus. Aujourd'hui, des chaînes de télévision où il y a juste des films d'horreur, je crois qu'il y a Frisson TV dont tu m'as déjà parlé. Puis il y a Shudder qui passe plus au niveau anglophone, américain et tout. Mais je suis pas sûr que c'est un. Je sais pas si c'est un poste de télévision ou si c'est vraiment juste. Tu sais, si tu payes ton abonnement sur internet ou de quoi, là. Je Euh, pense que ça dépend je pense que, mais le problème à cette heure, c'est que tout est diversifié. Fait que Shudder, ça peut être tu peux acheter juste Shudder, genre sur Amazon Prime, ou tu hmm. peux avoir Shudder dans un package de Bell, pis tout ça. Fait que c'est un peu. En termes de consommateur, des fois, c'est difficile de t'arrêter et de dire, bon, mais où c'est que je pogne ce poste-là? Fait que ça, c'est une autre affaire aussi quand tu Mhm. distribues des films, que ça devient super compliqué. Comme justement dans ce temps-là, distribuer un film, c'était il va aller en salle, puis peut-être après ça, il va avoir une sortie vidéo ou DVD, whatever. À cette heure, quand t'as des. Comme par exemple, je suis en période de distribution de mon premier long métrage, puis les contrats sont immenses parce qu'il y a beaucoup de trucs dans ce temps-là qui n'avaient pas planifié qu'elle existait, comme du on-demand, du vidéo on-demand qu'on a à cette heure, c'était de la science-fiction dans le temps. Là. Fait que de ce côté-là, le landscape a beaucoup changé. Puis là, justement, on parlait d'horreur moins bon maintenant. J'avais pas pensé à ça tantôt, mais il y a tous les films style Tubi. Là. Comme là, Mhm. justement, ils ont fait, ils ont fait des remakes absolument pour les audiences modernes de Terror Train, qui est un de mes slashers préférés. C'est un slasher à l'état brut avec un jeune David Copperfield puis tu sais, Jamie Lee en 81. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux que Jamie Lee Curtis en 81? Ah, c'est vrai que Jamie Lee Curtis, c'est Ben, la Laurie Strode. ben oui, mais tu sais, Halloween, Prom Night, Terror Train, puis The Fog, puis Ouais. même le film qu'elle avait fait en Australie, là, Road Games, je pense que ça s'appelle. Mhm. En tout cas, c'est vraiment comme une période super bon pour les slashers. Puis en tout cas, il y a beaucoup de films de même qui sont faits que c'est un peu, c'est un peu triste quand tu essaies de distribuer ton film, où tu te rends compte qu'il y a beaucoup de places qui vont te donner du cash pour, tu sais, on va donner 5 000, on va donner 15 000, whatever, pour ton film, mais on va le crisser dans un catalogue to be. Puis il va être là, puis t'as pas de promotion, pas de, évidemment, c'est de plus en plus tough de justifier une sortie théâtrale quand tu te bats contre des Marvel, puis tout ça, tu sais, t'as des cinémas comme Cinéma Beaubien, des fois, qui font des petites distributions, c'est le fun. Mais c'est Mhm. ça, c'est qu'il y a beaucoup de ce que j'appelle des cimetières de films indépendants, où c'est comme, ton film va aller sur Tubi, puis il va être dans la section horreur avec les 40 autres 1000 films qu'ils ont acheté cette semaine-là, là. Fait que tu sais, Ouais, puis, je tu sais, comprends. ça va de qualité. Euh, Terror Train l'original à Terror Train le remake à le dernier film de requin de Tommy Wiseau là. Tu sais, C'est bon. C'est ça. Puis justement, je vais faire du pont sur la question que Dark Simpson nous a posée tantôt. Qu'en avez-vous pensé des Aliens? Et il nous rajoute que les Aliens, c'est un exemple de film avec un reboot de marde dans les années 2000. Tu sais, votre avis à ce sujet-là, Stoop? Toi, t'as-tu vu les films Aliens? J'ai juste vu le premier. Ouais, ok. Moi, j'ai vu le 1 puis le 2, j'admets. J'ai pas dépassé au-delà de ça. Puis j'ai vu Alien versus Predator, le premier aussi. C'est pas mal tout. C'est ça, toi, Domino? Ben moi, je les ai toutes vues.
Le reboot, tu sais, c'est vrai qu'il n'est pas. On aurait dit que c'était comme une entrée en matière que. C'est comme s'ils allaient en faire d'autres, mais ils n'en ont jamais fait. Fait que, tu sais, c'était pas super. Fait que, tu sais, c'est comme. Moi, je suis vraiment comme 1, 2, 3, là. Je trouve que c'est pas mal. C'est alien la franchise. Là. Même Mhm. OK, le 4, il peut passer, mais tu sais, c'est 1 et 3, c'est vraiment les 3 meilleurs. Puis je pense pas qu'ils vont aller. Ça m'étonnerait qu'ils fassent meilleur que ça maintenant. Mm. Sigourney Weaver était vraiment dedans là, dans son rôle. Puis, faudrait trouver une actrice, premièrement, qui serait capable de l'égaler. Là. Non, capable d'égaler Ellen Ripley, ça va être C'est difficile. ça. Ouais, pas mal. Fait que c'est ça. Moi, c'est ce que j'en pense. Là. Mhm. Toi, Jérôme, je sais que tu n'avais parlé brièvement il y a quelques instants. Là. Ah, ben, moi, les aliens, je les ai toutes vus. Là. Puis tout ça que j'étais comme vivant slash en haut de 10 ans, je les ai vus au cinéma. Là. Fait que tout ce qui Ok. était dans les années 2000 et plus, je les ai vus. Euh, c'est ça, on parle de. Tu sais, là où ça se gâte un peu, tu sais, même les Alien vs Predator, il y a du fun à voir avec ça, mais là, ça se gâte un peu, c'est quand on tourne dans le Prometheus, puis il y a comme une espèce de feeling que je parlais tantôt d'horreur élevée, ils ont comme un peu honte de leurs origines de la série, puis t'as Ridley Scott qui revient, puis Ridley Scott, c'est comme un réalisateur que je trouve qui est vraiment peint de lait, là. Il y a vraiment une date d'expiration là-dessus, puis tu sais, non, mais tu sais, comment tu peux faire Alien, Blade Runner, puis Legend, puis là, faire Robin des Bois avec Russell Crowe, tu sais, je veux dire, Mhm. ou Alien Covenant, qui est essentiellement juste une version slasher poche de Alien, qui est comme probablement le film de science-fiction horreur le plus. Tu sais, si tu penses à de la science-fiction horreur, tu penses à Alien. Là. Peut-être Mhm. si t'es plus années 90, tu vas dire Event Horizon ou tout ça. Mhm. Non, c'est ça. C'est puis quelqu'un dans les commentaires qui vient de dire Oh my god, j'ai oublié Covenant. Ben, Ouais, c'est Chris. moi qui l'ai dit. Ben, Ah, c'est Domino qui vient de dire ça. ok, c'est toi qui as écrit ça. Ok, ouais, c'est ça. J'ai oublié, là. Moi c'était Euh, Prometheus, c'est ça que je me souvenais. Là. Non, mais Chris, il y a une scène de quelqu'un qui se fait ça dans une douche dans Covenant. Fait que on n'est plus du tout dans le même film que Alien où c'est très comme. Qu'est-ce qui arrive si on a une gang de space truckers qui sont pognés à faire une affaire poche avec une bébête? Tu sais, le premier Alien a plus le feeling d'un film comme Sorcerer de William Friedkin qu'un film d'horreur classique. Puis c'est toute la patine, toute la texture, c'est l'atmosphère, c'est plein d'affaires. Puis en plus, le film, il avait été écrit par Dan O'Bannon, qui avait entre autres fait Return of the Living Dead. Il avait écrit Alien, dans le fond, c'est une version améliorée du script qu'il avait écrit apparemment pour le film Dark Star, qui était comme le premier film de John Carpenter. Qui est à peu près la même thématique, en fait, c'est juste que c'est plus existentiel. Mais non, c'est ça, Alien, c'est vraiment. C'est rare qu'il y ait des films qui sont 11 sur 10, là, mais Alien, Jaws, il y a vraiment une période des années fin 70 où l'horreur était vraiment comme malade. Puis même des affaires que si tu regardes, comme par exemple, si tu étais un ado, puis tu regardes, comme si tu parlais de l'exorciste tantôt, ou quand tu le Mhm. regardais en 2010, c'était comme, hein? C'était correct, mais tu sais, whatever. Mais exercice, si tu le regardais en 1972, le climat actuel, parce qu'on sait, pas juste le Québec, mais autour, partout du monde, on se séparait un peu de l'Église, on se séparait un peu de la protection vestigiale du diocèse, puis tout ça. Puis t'avais comme les. Mhm. Là, c'est juste mon micro, tout le monde, c'est pas un Slenderman qui tente des fois, on dirait. Mais tu sais, il y avait comme une espèce d'exode religieux à ce moment-là. Puis là, le Ouais. roman venait de sortir, le roman était super populaire. L'histoire sur laquelle c'est basé, il y en avait deux. En fait, il y avait une histoire dans les années fin 50 qui était comme un peu moins connue, puis une histoire des années fin 60. Puis il faut penser aussi que les années 60, c'était l'occultisme. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui font leur 9 à 5, mais que la fin de semaine, ils font des orgies puis des parties satanistes dans les banlieues. Puis c'était comme ça, l'espèce de underground que le monde disait, ah, ça va se passer, puis tout ça. Fait que c'était vraiment un climat où euh, le monde avait perdu la foi en la religion. Puis en fait, l'exorcisme, c'est ça le thème du film, c'est le prêtre. Le film est à propos du prêtre, puis la fille, puis la possession. C'est juste comme la cerise sur le sundae pour comme que le gâteau il soit bon. Mais c'est juste que là, maintenant, comment on le regarde, vu que c'est les seules affaires qui ont été poussées dans le marketing, puis c'est les seules affaires qui ont pu être réutilisées dans les parodies de films, c'est ça qui est devenu un peu l'osmose pop culturelle. Tu vas regarder Exorcist, puis tu vas faire comme, ben, les affaires de possession, c'était le fun, puis tout ça, mais ça aurait pu être plus poussé ou whatever, mais en fait, c'est pas ça. The movie's not about that. Parce que c'est vraiment. Ce qui est plate un peu que des films un peu plus vieux, c'est que des fois, tu perds le contexte. Mhm. Tu sais, Ouais, comme. toute la culture, genre, qu'il y avait alentour aussi. Mhm. Non, c'est ça. Tu sais, juste d'un point de vue, mettons un exemple plus superficiel de ça. Tous les films où c'est genre la communication se fait pas, puis que, tu sais, juste quelqu'un qui aurait eu un cellulaire dans ce temps-là, ça aurait comme tout réglé le problème. Là, tu sais. Fait que c'est ça, mais d'une manière un petit peu plus culturelle, puis Mhm. c'est ça.
Non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que qu'il y a plein de contextes que j'ai pas connus. Moi, en plus, j'aime ça, avoir le contexte autour d'un film, parce que ça permet de le voir d'une autre manière aussi, là. Tu sais, c'est d'ailleurs pour ça que, tu sais, il y a des fois des films que j'arrive à apprécier, puis que du monde apprécie pas. Genre, sur Netflix, Nobody Sleeps in the Wood Tonight, un film super récent, mais quand tu connais la politique polonaise, tu fais, ah ouais, d'accord, c'est mieux que ça en a l'air. Beaucoup, beaucoup mieux. Donc, les En même scary... temps, en même temps, je sais pas à quel point si tu connais la politique, j'oublie c'est quoi le pays pour Ah oui, oui, Carlis, comment ça s'appelait le film là? Pas Swedish Movie, c'est A Serbian Film, c'est ça. Tu connais, tu sais, c'est une critique de la politique serbe, mais le film est tellement intense que tu penses zéro à ça dans Non, je sais dans l'autre exactement. film. Tu sais, c'est ça. Ouais, ben c'est ça l'affaire aussi, là. Tu sais, je veux dire, moi, je pense que tu sais, tu peux avoir un bon sous-texte dans un film, mettons, tu sais, un thriller psychologique, tu peux avoir un bon sous-texte dans un slasher, tu peux avoir un bon sous-texte dans un film de possession, etc. Dans un film où ce que c'est juste gore, c'est vraiment plus difficile de faire passer le message, là. Vraiment plus difficile, là. Je veux dire, puis en plus, moi, de base, les films gore, ça me rejoint vraiment pas. Genre, tu sais, moi j'ai pas aimé Hostel, mais je sais qu'il est énormément apprécié en général par beaucoup de fans de films d'horreur. Je n'arrive pas à aimer Hostel. Donc ça me parle pas. Il a mal vieilli, Hostel, là, pour vrai. Là. Mhm. Moi, je l'ai vu au cinéma dans le temps, là, puis je l'ai réécouté il y a vraiment pas longtemps. Puis là, il y a même pas 2 mois. Là. Mhm. J'ai fait comme, oh my god, dire que dans le temps, quand j'étais le voir, je l'avais trouvé bon là, dans le temps au cinéma, là, mais Mhm. non, il a énormément mal vieilli. Là. Tu sais, Mhm. mais comme, moi, Serbian Film, c'est un film que j'ai super aimé justement par rapport à ce que tu disais. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, c'est le côté, tu sais, faut que tu passes par-dessus le fait qu'est-ce que c'est à la base, là, mais je Mhm. pense Non, pas mais que c'est un film pour tout le monde non plus, Hey, là. non, non, non. Tu peux pas comme. Allez pas louer ça, là. Tu t'amènes pas ça à ta réunion de famille. Ah, j'en ai un film d'horreur, ça va être le fun, tu sais. Non, c'est ça. T'imagines-tu? Hey, t'imagines-tu, genre, petite fille de 4 ans, elle est sur les genoux du Père Noël, puis hop là, il y a un Serbian film qui part. Non, Non, vraiment non, pas. non, en effet. C'est ça. Mais, Euh, ouais, vas-y. Hostel, moi, je m'étais. Moi et mes amis, la seule fois on s'était fait faire des fausses cartes, qu'on s'était fait laminer dans la bibliothèque de l'école, c'était pour Hostel. C'était pas pour boire, c'était pas pour faire quoi que Non, ce soit, non. c'était pour aller voir Hostel, parce que Allez j'avais juste voir comme. Je, Hostel. J'avais 15 ans et demi quand c'est sorti, fait que ça. Non, ben écoute, je crois que c'est une raison entièrement légitime. Oh mon dieu. Je crois. Je suis prof ici, puis je dis ça. Voilà, c'est ça. Et ça, dans tout film. ah, Ouais, j'allais juste lire le chat. Dans les Scary Movies ont profité de la décrépitude des films d'horreur du début des années 2000 pour gagner en popularité. Effectivement, mais là, la parodie aujourd'hui, vois-tu, il y en a même plus. On parlait qu'il y avait des mods qui arrivaient, des parodies, il y en a quasiment plus aujourd'hui. En tout cas, j'en vois plus affichées de façon claire. Là. Dans tout film, il y a toujours une intention. Quand on apprend ce que la vision était pour le film, ça peut aider à l'apprécier. Ça, c'est vrai. Dans l'horreur, perso, j'adore les films avec message social. Les Freddy à l'époque, les films de Jordan Peele récemment. Pour vrai, je crois que Jordan Peele, c'est probablement le réalisateur qui est en train de réinventer le genre de l'horreur à sa façon à lui. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il fonctionne très bien. Même si je trouve que Nope n'égale absolument pas Us ni Get Out. Mais en vrai, tu sais, Jordan Ok. Peele est. Ouais, vraiment, là. je suis un petit peu fâché après lui pour ce qu'il a fait à Twilight Zone, là, fait que je sais pas là. Ah, j'ai pas Euh, vu. J'ai pas vu. Ouais. Je sais pas, je vais checker. Mais non, mais moi non, par exemple, il m'a beaucoup déçu, là. Tu sais, je sais pas si c'est moi qui t'avais dit quand j'ai vu à la fin, là, mais il me semble. L'extraterrestre, il a l'air d'être en papier, moi. Tu sais, comme une feuille de soie, là. J'ai pas trop. Tu sais, Mhm. Je je me pense suis que dit, pas le réécouter, là, parce que. En tout cas, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le début intéressant, puis à la fin, j'ai fait comme. Voyons donc, c'est quoi, c'est ça, là, tu sais. mais si Mhm. t'es un fan de Evangelion, c'est le fun, les designs des aliens dans Nope. Nope, par contre, c'est une affaire qui m'a un peu comme. Que j'étais comme surpris de voir comme dans un film un peu plus mainstream. Mhm. Il y a comme un espèce. Il y a un bon 40 minutes du film qui aurait pu être carrément enlevé du film. Puis l'affaire du soulier, pour ceux qui ont vu le film, j'en dis pas plus. Mais je comprends que l'idée, c'est pour remarteler le thème du film qui est la nature est imprévisible. Mhm. Mais le film le fait déjà. Puis ça, je trouvais que c'était peut-être comme. Jordan Peele est rendu rapidement au point où peut-être qu'il y a comme. Les scénarios sont pas révisés comme d'autres réalisateurs qui démarrent justement, où on aurait peut-être une révision qui aurait été faite, ou on aurait peut-être Mhm. imposé. Tandis que là, c'est je trouvais que Nope, justement, comme tu disais, était peut-être un peu moins bon, mais justement, on tombe dans l'indulgence de bon, mais
j'ai de quoi d'allégorique. Puis le visuel est intéressant, tout ça, mais c'est un 40 minutes d'un film de 2h10. C'est ça l'autre affaire, l'espèce de mode de tenir une tension de plus en plus longtemps. À un moment donné, il faut que ça décroche ou c'est toi qui vas carrément comme t'habituer d'être tendu puis tu vas arrêter d'avoir peur. Fait que tu peux pas tenir un... Surtout que, comme je dis, le sweet spot d'un bon film d'horreur, en qu'il y a vraiment... C'est ça. On a un an et demi. Non, On exact. a mis 1h45, là. Ça se comprend très bien. Sinon, justement, on a parlé de plein de licences, justement, là. Stu, je vais te redonner la parole, ça fait un bout de tes silencieux, hein? On veut t'entendre aussi, là. Donc, j'avais une autre question pour vous autres, là. Vous en pensez quoi des tentatives des studios de ressusciter des licences horrifiques mortes? Parce qu'ils ont tenté de le faire, ils le font un peu moins, mais la dernière en date, ça a été les films de la dernière trilogie d'Halloween. Puis il y a eu un massacre à la tronçonneuse récemment, il y a eu un Ça, il y a pas longtemps. Puis pour le reste, pendant un bouton, on a eu la mode, ok, on ramène Massacre à la tronçonneuse, Rob Zombie ramène une autre version d'Halloween, on a eu Freddy Krueger en 2010, on a eu Friday the 13 en 2009, bref, on essaye de ressusciter des licences mortes. Vous en pensez quoi de ça, Stu? La parole est à toi. Je pense que l'idée est bonne, mais je pense que les résultats ne seront pas souvent là. Ouais. Non, tu sais, personnellement, j'ai rien contre, là, tant que la qualité suit, là, mais c'est ça. J'attends encore qu'à suivre, mais c'est ça. Mais y a-tu un film que t'as vu, tu sais, un classique, qui a été refait dans ces années-là, puis que quand tu le regardes, tu te dis, j'arrive pas à l'aimer parce que il s'éloigne trop de l'original. T'as-tu un exemple qui te viendra en tête? J'ai pas d'exemple qui me vient en tête de même, là. Je peux y repenser le temps que les autres fassent le tour de table. Ok, je te laisse cogiter ça, là. Moi, j'avoue, là, que, tu sais, j'ai parlé de Hit tantôt, mais un autre film qui me fait cet effet-là, c'est la trilogie d'Halloween qui est sortie récemment. Le 2018, là, je sais que c'est le... Je crois que c'est le meilleur des trois, mais je suis désolé, j'arrive pas à l'aimer du tout. J'ai été voir au cinéma, je l'ai trouvé poche. Le deuxième, je l'ai vu chez une de mes amies, je me suis endormi, puis le 3, je l'ai même pas regardé. J'arrive même pas à le trouver bon. Puis après, plus tard, parce que j'ai vu le 2018 en premier, après j'ai vu celui de 1978 de John Carpenter. Après j'ai vu les deux de Rob Zombie, puis j'ai fait ça, c'est bien. La Laurie Strode de Rob Zombie, je la déteste, mais mettons qu'on enlève ça, je les aime très bien, puis j'arrive vraiment pas à aimer le remake de 2018, mais vraiment pas du tout, malgré le retour de Jamie Lee Curtis. Donc moi ça me fait cet effet-là. Puis, le problème principal, en fait, c'est que maintenant, tout est devenu comme... On parlait de propriété intellectuelle. Au lieu de dire des films, des personnages, on dit propriété intellectuelle, on dit licence, on dit... C'est très... Malheureusement, ça tombe plus dans l'aspect marketing. Tu regardes Ghostbusters, le dernier Ghostbusters, c'est quasiment de la pornographie, puis il y a une révérence vraiment malsaine, quasiment, pour ces films-là, où... il est allé acheter des vis pour le Proton Pack à cette quincaillerie-là, c'est comme on s'en calisse, tu sais. Premièrement, Ghostbusters, le fun de ce film-là, c'est que c'est un film avec un ton irrévérencieux. T'es pas supposé, comme Ghostbusters, c'est une gang de concierges essentiellement qui ça donne que c'était des profs qui vont kicker dehors puis que ça donne qu'ils tombent sur un filon de choses. Mais c'est un film de col bleu. Là, la joke, c'est que c'est justement... C'est des fantômes, ça devrait être pris avec un sérieux, puis non, c'est juste des épais qui font des fantômes, mais c'est pas une comédie, c'est un film de fantômes avec des éléments comédiques. Fait que là, on tombe soit dans le Ghostbusters de 2016, où c'est juste de la comédie, on va tout improviser parce qu'on a entendu que Bill Murray a improvisé une phrase, ou on tombe dans Ghostbusters de Afterlife, où c'est juste comme, c'est tellement le fun, il y a des marshmallows au Walmart, il y a ça, puis il y a ça, tel hommage, telle référence, tout ça. Fait que là, c'est comme... le problème avec ça, c'est qu'après ça, ça devient vraiment comme quelle affaire qui est sur un t-shirt est-ce qu'on va voir dans le film, puis là on va pouvoir faire comme DiCaprio, faire comme hey, ça c'est dans le film, ça j'aime ça, j'ai vu ça là. Puis ça, c'est un des problèmes que je trouve avec le landscape présentement de ce qu'on appelle les Legacy Series. Une série qui fait quand même bien ça, que vous aimez ou que vous aimez pas, ou que vous trouvez qu'ils sont allés peut-être un peu trop loin ou un peu trop intense, c'est les Scream en ce moment-ci, où il y a quand même au moins une bonne continuité. Toutes les politiques de behind the scene puis de Neve Campbell aside, il y a quand même au moins... Il y a quand même au moins une place dans la série. Même si tu trouves qu'ils sont pas les meilleurs Scream 1 puis Scream 2, c'est comme des de films de malades, là, mais on dira pas que le Scream 3 est meilleur que les deux derniers qui sont sortis. Fait que c'est... Le Scream 3, il y a Carrie Fisher. Scream 3, il y a Carrie Fisher, puis c'est tout. Il y a J-Bob dans Scream 3, tu sais. Mais ils sont bien faits, les Screams. J'ai vu le 6 récemment, puis sérieux,
j'ai été surprise, là, puis tu sais, leur règle là, qui a été établie à partir du film 1, là, ils te l'ont cassé dans le 6, là, puis c'est quand même, il est quand même très bien, là, j'ai trouvé, là. Mhm. Ah oui, c'est ça. Ben, vois-tu, ça, c'est un bel exemple de licence qui arrive à se réinventer. T'es pas obligé d'apprécier, mais au moins, ça essaie de se réinventer. Puis on s'entend, se réinventer, quand tu te passes en arrière d'un gars comme Wes Craven, le défi est de taille. Il est très, très grand. Parce que, tu sais, c'est plate, mais tu souffres de la comparaison, veux pas, là. Fait que... Non, c'est ça. Puis tu sais, t'as aussi, c'est plus Kevin Williamson qui les écrit, fait que t'as ce côté-là aussi, que c'est plus nécessairement le même, la même pensée, tout ça. Mais non, c'est ça, c'est juste, c'est quand un film devient juste un espèce de festival de licence intellectuelle, c'est là que ça devient vraiment plate, comme si tu regardes un Space Jam 2 ou whatever, tu sais, qu'est-ce que les dudes de Orange Mécanique font dans le background de Space Jam 2? Ah, ben, ils appartiennent à Warner Brothers. Quel enfant va faire comme, tu sais, c'est qui les dudes? Tu sais, ça sert à quoi, genre? Fait que, tu sais, c'est comme une espèce c'est le problème présent de Hollywood qui touche l'horreur un peu, moins que d'autres genres, mais où tout est comme des propriétés intellectuelles. Puis là, ce que nous, on appelle catalogue de propriétés intellectuelles, Hollywood appelle ça du multiverse. Fait que là, c'est comme, ah là, on va avoir 200 Spider-Man dans le prochain Spider-Man. Puis, ok, cool, cette série-là a réussi à comme faire des films où les histoires sont bien ficelées puis c'est bien amené, mais c'est pas tous les films qui font ça. Fait que tu sais, j'aime quand c'est fait de manière honnête, que c'est juste pour faire de la pièce, comme quand ils ont fait Hey, Sadako versus chose. Là, Kayako, ouais. Ouais, c'est ça, c'est comme Hey, la fille de The Ring puis la fille de The Grudge qui se battent. Puis il y en a un deuxième aussi, tu sais, c'est comme. C'est vrai, ils ont fait ça. C'est ça, fait que ça devient un peu lourd, comme justement Texas Chainsaw. Hellraiser de l'année passée, j'ai absolument haï ça. J'ai trouvé que ça comprend pas c'est quoi Hellraiser, puis... Non, moi, Non, je suis ben, d'accord ouais, Hellraiser, j'ai entendu beaucoup de choses sur la série, j'en ai vu aucun, mais j'ai cru comprendre que la série avait pris vraiment un gros détour quand Clive Barker est sorti du projet, là. Fait que... Ouais, mais en même temps que Clive Barker est sorti du projet, techniquement au deuxième ou au troisième, fait que ça, c'est pas... il y a son nom est dessus, mais c'est pas lui qui a fait le deuxième, puis... ainsi de suite, mais c'est une série vraiment weird où les films comme 5, 6, 7, 8, c'est tous des films qui étaient déjà écrits, puis ils ont rajouté Pinhead dedans, puis tu le sens, des fois ouais. ça marche, des fois ça marche pas. Mais le nouveau, c'est essentiellement, c'est un film qui essaye d'être un Scream, c'est un film qui essaye d'être un slasher, puis ça donne, tu sais, que. Tu sais, c'est comme un meurtre et mystère, puis c'est pas ça un Hellraiser. Okay. Un Hellraiser, c'est un drame humain, puis ça donne que t'as la police de l'enfer qui est dans le background. C'est tout, c'est juste ça. Mais c'est, en tout cas. Fait que c'est de pas connaître l'essence de ton produit, mais de faire un produit. Comme Evil Dead Rise a pas aucun filon narratif à part la possession humaine des autres films, mais selon moi, a l'essence de ce que c'est un Evil Dead. T'sais, ok, oui, il n'y a pas Ash, puis il n'y a pas tout ça, mais ça a l'essence, puis c'est ça. C'est une manière de faire ça qui, je trouve, qui réussit plus que quelque chose qui est plus comme on va faire un film, puis ça donne qu'on a mis le skin Fortnite de tel film d'horreur par-dessus. Non, mais c'est ça, à Star, c'est toute des mentalité Fortnite où c'est juste des skins. C'est film A, puis on fait juste changer le skin. Puis c'est ça qui est plate avec la plupart des films d'horreur mainstream, qui sont vraiment comme soit à gros budget ou qui sont pas des A24, des affaires de même. Fait que c'est ça un peu le feeling. Pour des franchises legacy, en tout cas. T'as-tu le temps de penser un petit peu, Stoop? J'ai beaucoup pensé, mais malheureusement, j'ai rien trouvé. Ah, bon, Le fait d'avoir des films avec des centaines de milliers de clins d'œil, là, je l'ai pas vu. Mais j'ai su que Mario, c'était pas mal que ça. Ok, ouais. Genre, c'est comme une chasse aux références tout le long, fait que t'es comme. Fait que là, tu perds le fil, puis tu fais juste checker dans le background si tu verras pas le bonhomme du 2 qui te mangerait. C'est exactement pour ça que j'ai aussi détesté le deuxième film Halloween, Halloween Kills, là. L'exemple que tu viens de donner, c'est exactement comme ça que ce film-là il est fait. Les gars qui l'ont fait... Dies Tonight! Ben oui, mais pour vrai, c'est la même histoire. Genre, hey, vous avez vu, on connaît la licence, soyez heureux, tu sais. Ouais. Ça. Même si... Mais c'est ça. Mais par contre, tu sais, vu que Mario, c'est une adaptation d'un jeu vidéo, c'est normal de chercher, tu sais, les historiques et les références au jeu. Mais Halloween, c'est une saga de cinéma qui est censée se suffire en elle-même. Donc,
En même Quand temps, tu il y a pars comme à... 18 temporalités, puis il s'en calisse du filon. Eh, Tu sais, ah, sacrément, ouais. mes films vont commencer après le premier. Ah, mes films aussi vont commencer après le premier. Tu sais, c'est quand Ouais, même ben, quelque c'est Ah, chose. ça. ça n'a plus de sens, à un moment donné, hein. Non, en effet, en effet. Si t'es un peu fatigué de ça, par contre, honnêtement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé Halloween Kills. Je sais qu'il a été polarisant, puis il change beaucoup d'éléments, mais justement, c'est l'espèce de rhétorique de ah, faites de quoi de nouveau, fait qu'ils ont fait de quoi de nouveau, puis le monde ont chialé pareil, mais Halloween Kills, pas Kills, excuse, le dernier Ends, excuse, je trouvais que l'histoire était intéressante jusqu'à ce que tu sentes là, dans le dernier minute que le studio avait froid puis on décide de remettre ça comme une série classique. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Mhm. Mais c'est comme de quoi de vraiment comme Calice, c'est quoi ce film-là? Puis là, j'aime ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Puis à la fin, tu te rends compte que il y a quelqu'un quelque part en haut qui a décidé que le film fallait qu'il revienne à notre bon vieux. Qu'est-ce que c'est Halloween dans le catalogue? Tu sais, fait que Mhm. c'est un peu. Tu sens que quelqu'un a été frileux. Puis ça, c'est une affaire qu'il y a beaucoup de trucs de même, justement, que le monde sont frileux de trop changer. Ou quand ils changent beaucoup, ou ils changent pour les goûts modernes aussi. Puis ça, c'est une autre affaire, là, les castings à la Netflix. Puis tout ça, juste pour comme faire plaisir au monde. Des fois, ça marche, ça marche pas. Puis on dirait que tu sens qu'ils n'ont pas le cœur de la franchise entre leurs mains. Là. Tu sais, l'amour. C'est de l'amour pour le genre qui manque. Puis c'est ça que Mhm. Ah, quand tu as des projets qui ont de l'amour, Eggers, quand il fait ses films, Hereditary, il y a de l'amour. C'est quand tu vois de l'amour à l'écran que c'est con, là, c'est de l'horreur, mais il n'y a pas de bon horreur sans amour du genre. non, ben, je pense que c'est valable aussi pour tous les films, là, justement. Là. Hmm. Domino, t'en penses quoi, la tentative de ressusciter les licences horrifiques qui sont mortes? Ben, moi, comme on a dit, si c'est bien fait, tant mieux. Mais tu sais, comme, tu sais, c'est parce que il y a le commentaire de Dark Simpson 27 qui dit les trois derniers Halloween du 2018-2022 sont un suite direct du premier film, sans souci de ce qui s'est passé en 81, là. 81-2018, mais tu sais, là, un jeune qui va au cinéma, qui s'en va l'écouter, là, il sait-tu, lui, bâtard, on s'entend-tu, là? Il sait-tu que c'est à partir du 1 qu'il faut que ça. Tu sais, il faut pas que j'aie vu le 2, le 3. Tu sais, il va tous les écouter, il va aller voir l'autre après au cinéma, mais tu sais, faut que tu le saches là, que c'est à partir du 1 que tu sais, qu'il faut que tu l'écoutes, puis après ça, tu tournes nouveau. Mais Mhm. ça, dans le fond, je trouve que ça a été peut-être un petit peu ça, ou c'est un gros défaut d'Halloween, là. Tu sais, Aussi, ils ont appelé le film de 2018 Halloween. ben, c'est ça en plus, tu sais, c'est même pas, tu sais, Non, c'est clair. C'est clair. mais ça, tu sais, je trouve pas qu'il y a beaucoup de films dans, tu sais, comme tu dis, les franchisations, là, je trouve pas qu'il y en a beaucoup qui réussissent. Evil Dead 2, je suis d'accord avec toi, moi, je l'ai trouvé écœurant et adoré. Mais, Mhm. tu sais, je sais pas, je suis pas super fan déjà à la base. Tu sais, je pense qu'il faut que tu sois à hauteur du projet que t'as en arrière de toi, là, à la base, là. Mhm. Mais il y en a pas beaucoup, là, qui excellent là-dedans, là. Faudrait vraiment que je recheck tous les titres puis je te dise comme hey, j'écoute tellement de films dans la vie là. Mais que je me dise comme ah ouais lui j'ai aimé, lui j'ai pas aimé là, mais tu sais comme un peu aussi comme tantôt qu'on parlait d'Alien là, mais tu sais, c'est comme les suites là, ça a tombé dans Poup, 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 poum, tu sais, c'était n'importe quoi là, tu sais. Fait que c'est ça. Non, Tu sais, moi je me dis quelque chose de bien fait tant mieux, quelque chose de mal fait Mhm. tout bad. Sinon, sinon j'arrive à ma prochaine question. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la technique dans le cinéma d'horreur? Est-ce que vous autres vous êtes plus team effets spéciaux cheap de l'époque, on le sait que c'est cheap, mais c'est pas grave, on apprécie quand même, ou bien vous vous accordez une importance particulière aux effets spéciaux de nos jours qui sont souvent vraiment beaucoup mieux faits. Là. Mon exemple, moi c'est par exemple Night of the Demons. Là. Moi c'est un film que j'ai pas apprécié plus qu'il faut, mais je sais qu'il y a du monde qui sont vraiment attachés aux effets spéciaux vraiment cheap de ce film-là, on va se le dire, là, tu sais, c'est ça. Fait que vous autres, vous êtes... comment vous voyez ça? Vas-y, Domino. J'aime bien l'âme de démon, moi. C'est un Hein? vieux classique. Mais bon, ben moi je suis plus comme tu sais, je suis plus. J'aime mieux les vieux effets spéciaux. Tu sais, un bon maquillage bien fait, là. Tu sais, comme juste Freddy Krueger, là. Tu sais, c'est comme. Tu sais, la gars, ils l'ont fait, là, avec des ordi pis tout, là. Pis celui qui a maquillé les bâtards, ça n'a même pas de sens. Fait que moi, j'aime vraiment mieux les vieux effets spéciaux. Je trouve que quelque chose qui est fait en main, je trouve que ça sonne. Tu sais, je trouve que ça sort mieux. Tu sais, comme nous autres, t'écoutes la version.
disons, japonaise de Rage meurtrière, Ju-On, moi, j'aime Ouais. bien mieux écouter la version japonaise. Je la trouve mieux faite que la version américaine au niveau maquillage. J'aime les deux films, là, tu sais, on s'entend, de toute façon, c'est quasiment un copier-coller, là. Mais tu sais, c'est comme. Mais j'aime mieux les effets spéciaux du japonais, qui c'est des effets spéciaux faits en main, plutôt que celui des États, que tu sais, tu sais, on dirait quasiment. Tu sais, quand elle descend à un moment donné, elle descend du plafond, là, tu sais, on dirait une face d'ange, là, tu sais, je trouve ça un peu. Je trouve que c'est trop. Il n'y a pas assez de défauts, genre, tu sais, pour que ça ait du caractère. Tu sais, puis tout. Tu sais, oui, ça peut être beau. Moi, je trouve que les effets spéciaux à l'ordinateur, ça trouve plus son sens dans la science-fiction. Tu sais. C'est OK. comme tu fais des gros films, c'est comme, je sais pas, mon Marvel ou, tu sais, ben, tu sais, Transformers en tant que tel, je suis pas super fan des films. Ben, pas de tous les films, mais tu sais, on s'entend dessus qu'il y a niveau effets spéciaux, c'est solide, là. Quand même, tu sais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est. Tu sais, je trouve que, tu sais, on parlait tantôt de l'exercice, mais tu checkes l'exercice aujourd'hui, tu sais, tu vas l'écouter, puis, tu sais, à part peut-être la tête qui tourne à l'envers, là, la plupart des effets spéciaux pourraient être encore très valables dans certains films aujourd'hui, là. Tu sais, Mhm. c'est juste bien fait, ça a bien vieilli, tu sais. Mhm. Fait que moi, un peu, on pourrait faire, tu sais, on pourrait dire que l'idéal des deux mondes, c'est un entre-deux. Il y en a qui le font, justement, puis c'est ça qui fait que je trouve que les effets spéciaux sortent bien, là. Mais casser juste ça à l'ordi, je suis pas Mhm. dedans, là. C'est comme, je te mets, tu sais, je veux pas spoiler pis tout, mais tu sais, moi, c'est un des défauts que j'ai trouvé à Evil Dead. Je pense que ceux qui l'ont vu vont savoir c'est quoi, mais c'est justement une passe faite à l'ordi, ben solide, là. Ça paraît que c'est fait à l'ordi, là, OK, tu sais. ouais. Quand c'est ça, dans le fond, toi, t'es un peu, j'imagine, de la vie à Mitratom dans le chat. Quand on voit un effet spécial qui est à chier, on le voit puis ça paraît solide. Alors que quand un maquillage est moche, ben au moins on est capable de le voir que c'est un maquillage puis ça se pardonne, donc ça va bien. Mais D'ailleurs, pas, pas, les premiers pas, Cénobides étaient maquillés, hein, d'ailleurs. Fait que... ouais, ben oui, tu sais, c'est pas mal toute la gang, mais tu sais, c'est comme, ben, dans les réserves, justement, c'est comme les effets spéciaux étaient quand même bien faits, là. Je pense, me semble, si je me trompe pas, c'est fait par Dee. Tu sais, je travaille pas là-dedans, mais tu sais, me semble qu'ils sont faits par Dee, mais tu sais, c'est comme, pas nécessairement que le maquillage, tu sais, comme le maquillage mal fait, on va dire c'est un maquillage, puis on s'en fout. C'est plus que, tu sais, quand c'est trop smooth à l'ordinateur, tu sais, comme, c'est l'effet, genre, tu sais. Tandis que, tu sais, comme, tu sais, l'affaire gravée en main, là, par des artistes et des artisans, là, ça a plus de punch, je te dirais. Ok, ouais. Ouais, ben c'est comme Brawler il dit, là, sa dernière phrase est vraiment importante. Les effets pratiques de l'époque sont loin d'être parfaits, mais on sent que c'est là pour de vrai. Fait que quand on sent que c'est pas là pour vrai, c'est vrai que ça peut nous dépayser puis nous sortir un peu du Mm. film. Le gros problème de ça, c'est que la plupart des studios, dans le fond, sont. Ben maintenant, on s'entend qu'il n'y a plus personne vraiment Mhm. qui filme en pellicule. Tu vas avoir une personne de temps en temps qui va dire ben, moi, je filme en pellicule, mais tu vas quand même faire le montage dans un logiciel de montage non linéaire, non destructif. Mhm. Tu vas pas comme coter ton film, puis j'ai fourré mon affaire, faut faire un autre print à 90 000 $. Fait que la raison pourquoi il y a beaucoup de CGI qui est utilisé, en fait, au lieu que ce soit juste comme parce que CGI, c'est un épice. Tu es Ok. supposé comme juste en parsemer un petit peu sur quelque chose de vrai pour que ton steak il sizzle. T'es pas supposé comme manger juste des épices. Ok. C'est pas bon, puis ça revient là. Puis la raison pourquoi il y a beaucoup de CGI de nos jours, pas juste dans les films d'horreur, mais dans les films de Marvel, tout ça, c'est que jusqu'à la dernière minute, ils peuvent changer les détails. Avengers 2 et Age of Ultron, il y avait, pour cacher le suit Hulkbuster de Iron Man, il y avait, non, pas dans, excusez, Endgame, ou l'autre d'avant Endgame, c'est Infinity War, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour cacher le fait que Hulk qui était depowered puis qui était dans un Hulkbuster suit, tous les trailers avaient à la place Hulk dans ces scènes-là. Fait que jusqu'à la dernière minute, quand ils ont changé l'histoire en cours de route, puis quand ils ont pris d'autres décisions, ça a changé le ça. Fait que c'est plus facile à refaire que d'aller reprendre tous ces acteurs-là que tu payes des millions de dollars pour les refaire faire des journées de tournage, ou de prendre des doubleurs puis de rajouter leur face en détail. Fait que c'est ça, il y a beaucoup d'affaires de même où c'est vraiment parce que d'un point de vue production, d'un point de vue monétaire, surtout pour le plus que le prix du film augmente, ça te permet de faire des changements. Un peu pourquoi les jeux vidéo maintenant sortent puis qu'ils ont besoin d'être patchés
patché par après, puis tout ça. Fait que ça te permet de corriger jusqu'à la dernière minute. Puis, tu sais, comme Cats, ils ont modifié la fourrure des chats. Ils ont fait un DLC patch à un film quand Cats est sorti, parce que les effets étaient vraiment pas bons. Puis des fois, tu voyais des mains encore non modifiées des gens qui ont changé pour les pattes de chat, tout ça. Fait que il y a cet aspect-là. Puis il y a aussi l'autre aspect que les maquillages, tout ça, c'était fait dans une époque où les films étaient comme directement dans un cinéma projeté avec la pellicule. Fait que il y a beaucoup de ces films-là qui étaient faits pour que ça paraisse bien sur un drive-in, par exemple. Là, comme par exemple, si tu vois, mettons, un Evil Dead ou whatever, ou peu importe le film, tu vas voir toutes comme Night of the Demons. Si t'écoutais Night of the Demons sur un VHS, je te jure que tu triperais plus que d'écouter Night of the Demons sur un DVD ou sur un Blu-ray, parce que sur ces nouveaux médias-là, tu vas voir toutes les imperfections, tu vas voir toutes les affaires qui sont différentes. Tandis que si tu regardais dans un médium du contexte, du temps, c'est pour ça que, comme moi, je l'ai vu jeune sur un VHS, avec la fameuse carte d'invitation, Freddy et Jason ont trop peur de venir, mais Angela va faire un party. Puis c'est ça, c'est que ça marche beaucoup mieux. Puis après ça, quand tu le regardes en DVD, je dis, je peux voir le zipper, je peux voir le spirit gum qui colle le masque. Tu vois plus les détails qui sont pas faits pour être vus. Tandis que ce qui serait cool avec un film comme ça, c'est que tu fais tes maquillages d'horreur. Dans le meilleur des mondes, tu fais ton maquillage d'horreur, puis tu utilises du CGI pour cacher les coins, tu utilises des CGI pour cacher les fils, tu utilises le CGI comme accent pour aider. Un dernier exemple, pour ça, je vais laisser la parole. Mettons, un film que tu sais pas qu'il y a du CGI tout le long du film, c'est, peut-être que tu t'en doutes, mais tu le sais pas, c'est Mad Max Fury Road. Il y a une séquence qui est faite exprès où est-ce qu'il y a comme un volant, il y a un char qui explose, puis il y a un volant qui revole vers la caméra, puis c'est super du CGI poche. Puis tu dis, Chris, on aurait pu s'en passer du CGI poche, pour cacher le fait que tout le film, tous les décors, oui, toutes les affaires de char qui se renversent, tout ça, c'est vrai, mais en arrière d'eux, c'était des espèces de petits monticules ou des petites buttes. C'était pas des grosses montagnes rocailleuses, puis ça. Fait que tous les décors ont été changés, il y a une couleur qui a été faite, mais il y a comme, je pense, 99 des plans dans Mad Max Fury Road où c'est juste du CGI qui change les décors puis de la rotoscopie puis tout ça. Fait que c'est super intéressant. Fait que quand c'est utilisé de même puis que tu le sais pas, ça fonctionne bien. C'est juste que chaque cinéaste pense qu'il a mis du Steven Spielberg dans Jurassic Park puis il utilise le CGI pour faire le monstre principal en se rendant pas compte que le CGI, il y a à peu près comme 5 shots de CGI puis c'est pas les shots qui ont les mieux vieilli. Mais quand le T-Rex il attaque le Jeep, c'est une tête d'animatronique géante qui fuckait à cause de l'eau de la pluie puis qui faisait peur aux enfants pour ouvrir qui frappait. Fait que tu le sentais. T'as besoin de voir le truc. T'as besoin de sentir ça. Tout à fait. Puis pour une dernière fois, le nouveau Blade, là, il est encore été délayé à cause qu'il y a la grève des auteurs en ce moment-ci. Fait qu'ils vont trouver une autre excuse pour délayer ce film-là. Probablement. De toute façon, au moins, Wesley Snipes est pas dedans pour le gâcher. Fait que... Donc, ouais. Puis Stu, toi, qu'est-ce que t'en penses? T'es team quel type d'effets spéciaux? Les deux. Ouais? Ok. Vas-y. Ouais. Mettons, ça, là, j'essaie de trouver des films qui avaient comme des beaux make-up, puis j'ai comme eu un flash de Fright Night. Ok. Là, j'ai comme googlé Fright Night pour voir les belles dents de vampires. Les yeux aussi. Mhm. Les yeux des vampires aussi, il y a les lenses qu'ils utilisent sont vraiment cool. C'est parce qu'en écrivant Fright Night, il y a celui de 2011 qui est apparu. Je sais pas si vous avez vu le CGI des vampires de 2011, comment c'est dégueulasse. Oh, ok. Mais je t'avoue que j'ai pas vu ces films-là, par exemple. Vampire, vous avez dit vampire? Ah, Vampire, vous avez dit Vampire, je connais le titre. Mais Fright Night, si tu veux peut-être me faire un résumé, c'est tout, vu que c'est toi qui en parles, vite de même, pour que je comprenne un peu. Dans le fond, c'est un film de vampire, mais grosso modo. C'est très loin dans ma mémoire, mais je sais qu'il y a des vampires. Puis, Ok, c'est bon. puis il y a des vampires. Ok, c'est bien, c'est déjà ça. Est-ce qu'il brille au soleil? Non, c'est pas la bonne saga, hein. Non, il brille pas, il pogne. Non, Ok. ils sont loin de là. Ok. C'est bon. C'est un ça, peu il y a- comme le film Oui. Disturbia avec Shia LaBeouf où il pense que son voisin c'est un vampire. Peut-être que c'est un vampire, on le sait pas. Ah, qui c'est? Vous avez dit vampire? Ah, ok, je vois. Fait que dans le fond, il y a eu deux films de ça. Il y en a eu un en 2011, puis un en... 85, je pense. Ok, des années Le 80. même. Ok. C'est ça aussi, tu sais, les effets spéciaux. Personnellement, ça dépend du mood. Mettons, tu sais, si je regarde un film comme The Stuff, je vais pas Ok. dans le même mood que si je vais voir comme un nouveau film full CGI à 300 millions de budget. Là. Mhm. Si je veux avoir du fun, je vais aller voir The Stuff.
si je veux être époustouflé, ben là, j'irai pas voir Fright Night 2011, je vais aller voir d'autres choses. Mais... Ok, c'est ça. Ça dépend du mood. C'est pour ça que tu dis un petit peu les deux. Dans le fond, ça dépend Là, vraiment j'aime quel les genre. deux, parce que j'aime les deux parallèles, mettons, mais Mhm. ça dépend tout le temps. C'est Il y a du bon. mauvais dans les deux aussi, là. Il y a du vieux maquillage, tu sais, dégueulasse, mais tu sais, c'est tellement mal fait que c'est juste drôle. Puis il y a du nouveau qui est du CGI mal fait, mais ça, c'est juste pourquoi t'en as fait si t'étais pour faire ça. Naturellement. Naturellement, c'est bon. Puis sinon, ben là, je m'en vais. Je suis avec ma prochaine question. Ok, j'ai déjà vu un film de vampire lesbienne. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Pour moi, c'était sur un site 3X. Non, je sais pas, en vrai. Est-ce que tu parles du film de Caroline Néron sur Elizabeth Bathory? Parce que. Non, mais elle avait Ah, fait un film qui s'appelait Immortel. Il y avait beaucoup d'articles qui parlaient de ça. Genre, elle a fait un film, puis elle se baigne tout nu dans du sang, hein, puis nanana, puis elle ouais. freine les filles. Là. Bordello of Blood, je sais pas si. Mais non, ça ressemble pas au film de Hmm, vampire lesbienne que t'as vu. Ok. La Reine des Vampires en français. La Reine des Vampires. Ok. Avec le Crypt Keeper, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Non, moi j'ai jamais Ah, vu mais ça. c'est ça, c'est un film, parce qu'il y avait tu sais, Tales from the Crypt, ben, ils ont fait deux films, t'avais Demon Knight, puis t'avais Bordello of Blood. Il y en avait un troisième aussi, qui c'est comme une affaire de vaudou haïtien, mais je me rappelle plus du titre. Là. Ok. Mais c'est des bons films, c'est super violent, puis t'aimerais ça. Là. Oui, c'est bon. Lesbian Vampire Killers. Ouais, oui, c'est ça le titre. Je savais que Ok. Mhm. Bon, ça m'aurait aidé. le titre dit tout le reste du film. En passant, merci Sto pour les suggestions de podcast. J'ai vu que tu avais marqué ça. Ok, donc du coup, j'arrive avec ma sixième question. Donc, en fait, je vais poser la 6 puis la 7 ensemble parce que ils se rejoignent un peu, là. Dans le fond, est-ce que selon vous, le cinéma d'horreur continue de se renouveler dans le bon sens? Puis c'est quoi qui nous attend dans les prochaines années? Selon vous, c'est quoi qui nous attend dans le futur de ce genre-là? C'est quoi, selon vous, la suite logique de l'évolution du film d'horreur? C'est tout, puis je te relaisse de nouveau la parole. Eh oui. Cool. Que pensez-vous de l'évolution du cinéma d'horreur, de continuité de se renouveler? Ouais, c'est ça. Oui, exact. Il y a des trucs avec l'arrivée de l'Internet qui s'appellent les creepypasta. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est comme Oh oui. histoire d'horreur que le monde écrive, puis ils se partagent, puis ça évolue ou pas, puis c'est ça. Oui. Puis il y a des films qui commencent à se baser sur des creepypasta qui se promènent sur les message boards d'internet, genre Slenderman qu'on parlait tantôt. Puis Mhm. les Backrooms, s'ils vont voir un film, c'est Backrooms. Ah ouais. Mhm. Ouais, un film réalisé par le gars qui a fait les vidéos sur YouTube qui a 17 ans, fait que c'est un big deal en ce moment. Ils vont donner à un gars de 17 ans l'opportunité de faire un feature film à genre 80 millions. Ah, Oh. écoute, en vrai, Aim Parsons, qui s'appelle, ouais. Ok. C'est ça. Mais ouais, les creepypasta, donc. Ouais, ben, c'est ça, c'est comme deux exemples qui me venaient en tête, là, comme Mhm. de se servir d'un nouveau médium qui est l'Internet pour comme s'inspirer, pour essayer de trouver des idées originales, puis pas juste faire des remakes comme on bâche depuis tantôt. Ouais, en Euh, effet. Sinon, il y a, je sais pas si vous êtes des fans de Silent Hill, mais il y a une Mhm. série interactive de Silent Hill qui va s'en venir dans les prochaines années, probablement. Ok. Active. Ah, nice. Moi. Mhm. Sinon, les autres affaires que j'avais écrites. Ok. Ah, il s'est pris des notes. Il s'est pris des Ah notes. oui, non, j'ai fait mes devoirs, là. Mhm. Ouais, hein, c'est pas mal ça, là. J'avais écrit comme peut-être pas des full feature films, là, mais genre servir de la réalité augmentée puis réalité virtuelle. Je sais qu'il y en a déjà comme des petits shorts puis des trucs vraiment immersifs que tu te calisses sur casse de la face puis tu vis des affaires. Mhm. Mais tu sais, là, la réalité virtuelle, ça s'améliore d'année en année. Fait que j'imagine qu'éventuellement, il y va peut-être quelqu'un qui va essayer de gruger une grosse part de ce marché-là, même si les casses sont quand même chères, là. Ouais. Mais, mettons des cinémas, des cinéplex pourraient se griller d'une centaine de casses puis essayer de faire des expériences bizarres là-dedans. Hey, t'imagines-tu l'immersion? Ça serait-tu. Hey, ça serait génial, là. Des Puis. sièges qui shake, deux, trois odoramas là-dedans mélangés. Ah non, c'est ça. Puis tu te ramasses en vue à la première personne dans un film d'horreur. Hey, ça doit être capoté ben raide. Ouais, tu sais, réalité augmentée, là, t'écoutes un film en 3D, puis aussi t'as tes lunettes de réalité augmentée, là, t'as comme des bonhommes caparés à côté qui te sautent dessus, qui te bouffent. Mhm.
Ah non, c'est clair, ça doit être fucking effrayant. Moi, en vrai, je serais à fond pour vivre une expérience de même. Puis je trouve ça intéressant que tu m'aies parlé des creepypasta, parce qu'à l'heure actuelle, je sais pas si ça existe dans le cinéma d'horreur, mais des films d'horreur qui s'inspirent, tu sais, de Internet, des creepypasta, etc. Pour vrai, le seul que j'ai vu, je crois que c'était... je sais pas comment il s'appelle, là, mais c'est un film d'horreur qu'il y avait sur Netflix, puis c'était comme un film interactif un peu, où à certains moments, fallait que tu... Bandersnatch. Bandersnatch, exactement. Puis c'était comme Black Mirror, je pense, Bandersnatch, tout quoi de même, là. Tu sais, il y avait ça. Mais... Un jeu vidéo, là? Ouais, c'est ça, quasiment, là. Puis... mais sinon, ce que j'ai remarqué, c'est que quand un film d'horreur parle d'Internet, soit c'est un found footage avec des webcams vraiment en poche, ou bien c'est des gens qui utilisent une application ou quelque chose qui est relié à Internet, puis qui cause l'horreur. Comme par exemple, je suis désolé, peut-être qu'il y en a qui l'ont aimé, mais le très mauvais Countdown, que j'ai trouvé vraiment poche. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée, mettons, d'utiliser, mettons, des creepypasta, des mythes sur Internet, puis de les transposer en quelque chose de plus vrai un peu, puis de faire de quoi avec ça. Ça, en vrai, je trouve que c'est une idée intéressante. Si tu t'intéresses à ça, en fait, c'est plus que c'est surtout dans la télévision puis dans les séries à 45 minutes par épisode. Il y a une série qui s'appelle Channel Zero. Mhm. Puis chaque saison, c'est adapté d'un différent creepypasta. Comme t'en as un que c'est Candle Cove. Après ça, t'as l'espèce d'affaire de l'escalier qui t'emmène, tu sais, l'escalier vers nulle part. Puis t'en as un autre que c'est l'espèce de... Tu rentres dans une pièce puis tu continues. Là, c'est vraiment... c'est inspiré de ça. Je trouve que l'horreur, en fait... Il y a beaucoup de trucs. Si tu regardes pas de séries d'horreur, tu manques beaucoup de trucs en ce moment. Il y a la série canadienne Slasher qui est super bonne. Chaque saison a de quoi de différent. La saison 4 avec David Cronenberg qui joue un des personnages. C'est vraiment quelque chose. Là, justement, ils sont en train de faire une série. Je l'ai pas écouté encore, mais il y a comme un remake du film de David Cronenberg, Dead Ringers, qui est une nouvelle série qui va être faite où le personnage de Jeremy Irons ou les personnages de Jeremy Irons sont maintenant joués par Rachel Weisz. Fait que ça se peut que ce soit intéressant. Mais ouais, c'est ça, c'est tout ce qui est creepypasta, tout ça. C'est pas mal plus en série télé que ça s'adapte parce que justement, ces affaires-là, d'habitude, c'est comme mettons Marble Hornets, ils ont essayé de faire un film puis ça n'a pas marché parce que le but de ces trucs-là, c'est l'espèce de dissociation. Puis si tu vas voir un film au grand écran au cinéma, ça l'enlève l'espèce d'élément que tu as découvert toi-même par toi. C'est une affaire interdite que tu as regardé par toi-même, mais si tu regardes de quoi chez toi, par exemple, tout seul, même si tu as pogné ça sur Amazon Prime, peut-être que c'est un fou qui a mis ça sur Amazon Prime, parce que tout le monde peut mettre des choses sur Amazon Prime. Fait que tu sais, mettons que le film Video Violence, le film en VHS des années 80, ben si quelqu'un sortait un show sur Amazon Prime, puis que c'était juste des séquences de meurtre, mais que ça, pour une raison X, passé les censures, puis là, tu regardes ça, puis tu deviens de plus en plus... Le Vidéodrome 2.0, genre, c'est là, tu vois, c'est une situation qui pourrait être intéressante pour de quoi de faire footage. Tandis que si tu vas le voir au cinéma, t'as comme tué totalement toute l'immersion potentielle de This is real, genre. C'est pour ça que ça marche moins bien des creepypasta au cinéma, selon moi. Mais... Ok. En vrai, ça fait du sens. Mais la réalité virtuelle, par exemple, ou la réalité augmentée dans le cinéma d'horreur, là, mon Dieu. Man, là, c'est ça. Parce qu'en soi, les types de scénarios qu'on peut faire au cinéma, ce qui réinvente le genre en ce moment, c'est d'y ajouter des sous-textes avec des enjeux plus contemporains. Mais outre cela, inventer un nouveau genre de film d'horreur. L'Exorciste a inventé le genre de possession, si on peut le dire ainsi. L'horreur fantastique, ça a été inventé par les Dracula, Frankenstein et compagnie. Les slashers, ça a été inventé par, on va dire Black Christmas. C'est ça, Black Christmas. Même si celui qui l'a popularisé, c'est Massacre à la tronçonneuse après, mais bon, c'est ça. Fait que, ils sont sortis tous les deux la même année. Fait que... en fait, un avant, mais ouais, ça me semble que c'est ça, exactement. C'est ça, les deux sont sortis en 74, mais ouais, en effet, l'autre, en passant à Black Christmas, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, puis je me suis dit de me tenir loin des deux remakes, donc... Celui des mi-2000, c'est comme une version Eli Roth de Black Christmas, fait que ça passe, c'est un peu tweet, c'est un peu trash, puis tu sais, comme par exemple, ils disent que, parce que dans la scène, dans l'original, où tu vois l'œil du dude, il est comme un petit peu jaune son œil, fait que là, dans le remake, il y a la jaunisse, fait qu'il est jaune comme dans Sin City, fait que c'est stupide comme ça, mais it's still a good time. L'autre, ça n'a juste pas rapport, puis ils ont utilisé le titre parce que I guess que le titre était assez intéressant, mais ça n'a aucun rapport. Et puis je tiens à dire que quelqu'un qui se fait tuer dans son lit avec une corne de licorne en verre, ça me tue de rire. La seule chose qui m'a fait plus rire que ça, c'est le meurtre à coups de carotte de Jack Frost. Parce que ça, c'est... Non, mais ça, c'est pas... Est-ce que vous avez... J'en vois deux qui rient. Stoup, t'as-tu déjà vu le film Jack Frost? Non, je sais quoi, mais je l'ai pas vu. Ok, en vrai, ça vaut la peine. En vrai, ça vaut la peine.
Puis le pire, ce film-là, ils l'ont sorti la même année que le film de Michael Keaton, qui était une comédie pour enfants. Puis ce qu'il faisait, il y avait comme un cover qui était lenticulaire. Tu sais, les covers que quand tu vas à gauche ou à droite, ça change l'image. Mhm. Puis il y a beaucoup de monde dans les clubs vidéo dans le temps Oh qui non. s'amusait à mettre la version avec, Ah avec non! Shannon Elizabeth de Jack Frost, la version slasher, dans les boîtes des copies de Michael Keaton, la petite comédie Ah, ça c'est. familiale. Ah, Fait ça que c'est. Ah non. Ah, ça c'est chiant. En plus, Jack Frost, la comédie avec Michael Keaton, c'est un de mes films d'enfance. Mettons, tu me dis, genre, nomme-moi ton film de Noël préféré, c'est ça. Mais bon. Fait que imagine si j'étais tombé là-dessus quand j'étais jeune. Je pense que j'aurais pu manger de carottes jusqu'à la fin de mes jours. Ah, bref. Donc, c'est bon, mais sinon Jérôme, je reviens à toi par rapport à la question. Justement, on s'en va où dans le cinéma d'horreur selon toi? Je pense qu'il va y avoir éventuellement un regain. Ils font les legacy, ils font les propriétés intellectuelles, ils font les multiverses, mais je pense qu'à quelque part, quelqu'un va dire hey, ça serait moins cher qu'on fasse comme il y a 10 ans quand les Paranormal Activity, qu'on recommence à créer des potentielles franchises avec rien. Parce que là, le problème, c'est que ça n'existe plus des moyens métrages. Tu as soit des mardes qui vont sur Tubi puis qui ont coûté 5000$, Mhm, soit on commence à 20 millions puis on considère ça un petit budget. Fait que mhm. ce qui manque, puis ce qu'il y avait beaucoup il y a 10 ans, dans le temps des Miramax, puis tout ça, puis dans ces films-là, les Alliances Atlantis, puis les VVS, ces affaires-là, c'est qu'il y avait beaucoup de films à 200 000, à 300 000, des films de même où tu donnais la chance à quelqu'un qui venait de la TV ou qui venait de l'école de cinéma ou whatever, de Mhm. faire une marde, puis au pire, ta marde était un peu moins marde que les autres mardes, ou au pire, ça devenait un classique puis une franchise intéressante. Ah oui. Fait que tu sais, comme dans un contexte expérimental comme ça, je pense pas que cette année, il y aurait un Paranormal Activity, genre, tu sais, Mhm. puis c'est sorti hors de nulle part, puis t'as Skinamarink qui est sorti finalement. Fait que c'est cool de voir que justement, il y a des risques de même qui sont faits. Fait que ça a comme, c'est sorti de nulle part, mais en même temps, il y avait un marketing sur TikTok, tout ça. Fait que c'est l'espèce d'idée que tu peux faire un film, donner encore le goût aux jeunes de faire des films, puis pas de devenir des sautes dans un studio. Parce que là, il y a comme. Tu sais, le film Guardians of the Galaxy 3 vient de sortir. Ouais. Mais tu remontes à il y a 25 ans, James Gunn, il travaillait chez Troma. Fait que tu sais, cette espèce de rags to riches story-là, ça devient de moins en moins possible dans une espèce d'univers hermétique. Ça va pour tous les genres, encore une fois. Mais pour les films d'horreur, c'est ça qui me manque un petit peu. Quelqu'un qui a faim, puis qui a la chance de faire de quoi. Fait que c'est ça que je pense que les studios vont, je l'espère en tout cas, qu'ils vont wisen up, puis vont faire, OK, on va recommencer l'idée de ce qu'on appelle des moyens budgets, là, tu sais, de donner un coup d'entrée assez pour faire un bon film, mais pas assez. Puis là, en ce moment, dans la télé, dans les webtoons comme Frisson.tv, justement, j'ai un show que j'ai écrit qui sort en octobre, qui va être un truc de super-héros gore qui s'appelle Time Man. Il y a des cravates à la place de la face. Mhm. C'est Rémi Fréchette qui réalise, puis c'est lui qui est avec lui que j'ai écrit ça. Ok. Puis ça va sortir en octobre, ça va être super malade, super le fun. Puis je peux pas rentrer dans les chiffres, mais on a eu une opportunité similaire où on a eu un budget moins gros, mais on a eu la créativité, la carte, le feu vert, puis la carte blanche de faire de quelque chose d'intéressant avec ça. Fait que c'est ça que je pense qui s'enligne un peu. Euh, Parce que sinon, tu sais, sinon, on va juste rester pogné avec le style de Hot 24. Puis j'aime Hot A24, mais tous les films d'horreur ne peuvent pas l'être. Tu sais, ça peut pas comme juste être ça, les films d'horreur pendant 10 ans. Faut qu'il y ait comme si on espèce de pousser une espèce de diversité de choix, puis faut qu'il y ait une vraie diversité de choix. Puis c'est ça que je pense qu'il devrait être. Pour ce que ça va être, probablement que ça va être comme honte ce qui se passe maintenant, puis ce que j'ai dit. Puis parce que c'est jamais aussi excitant que ça, la vie, mais tu Mhm. sais, en tout Ouais. cas. C'est vrai. Je trouve ça drôle qu'on parle de Scooby-Doo, ça fait 20 ans, ça fait sentir vieux et ça me fait sentir avoir des cheveux gris, c'est un fait. Sauf que ce que je trouve très drôle, c'est que tant qu'à faire un lien entre le cinéma d'horreur et Scooby-Doo en 2003, faut savoir que celui qui joue Shaggy, c'est lui qui joue aussi Stewart dans le premier Frisson, le premier Scream. Donc Shaggy a déjà été un tueur. Voilà, c'est à peu près ça. Eh oui, Shaggy a... Spoiler! Eh oui, en effet. Donc, puis toi, Domino, qu'en penses-tu? Vers où le cinéma d'horreur s'en va? Puis tu penses quoi de son évolution à l'heure actuelle? Ben, moi, je trouve que, tu sais, on commence à avoir quand même sorti des beaux titres dernièrement quand même si j'aime mieux le vieux cinéma pour l'instant. Mais tu sais, on voit quand même des beaux titres sortir. J'aurais pas grand-chose à rajouter à ce que Stu puis Jérôme ils ont dit. Ils ont quand même dit comme des évolutions qui pourraient être futur cinéma. Tu sais, je pense qu'ils ont peut-être un côté certain technique que moi, j'ai pas. Mais, tu sais, j'aurais pas grand-chose à rajouter là-dessus à part que... euh, tu sais, je pense pas que ça soit mort, puis je pense que
limite, on peut être juste trouvé quelque chose de mieux éventuellement. Mhm. Mais ça commence, je trouve, à sortir un peu ça Nice. patte de la glu. Là. C'est ça. Cette année, quand même, on a quand même vu des méchants bons films cette année. Là, il y a eu, en tout cas, on se sent pas vraiment ça horreur, là, mais OK, Megan, il y a eu Megan qui est sortie Fall, même si c'était un peu. Moi, Fall, là, je te dirais pas que c'était le plus grand film au monde, là, mais niveau anxiété, là, t'étais dedans. Là, si moindrement tu fais un peu de. Tu sais, t'as peur des hauteurs un peu, là. Hey, je me sentais mal, là. Ben, j'étais comme un crime. Je la voyais assise sur le bord de la plateforme. J'étais là, Christ, ça va tomber. Puis, tu sais, tout le long, j'étais comme ses nerfs. Puis pourtant, ils n'ont pas eu à faire grand-chose, là, deux filles sur une plateforme, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est pas le meilleur film au monde, mais c'était quand même bien. Là, il y a Evil Dead, il y a des remakes qui s'en viennent, puis il y en a que j'espère pas trop, parce que moi, plus que je me mets une idée dans la tête, après ça, je suis plus déçu, mais tu sais, il y a quand même des bons films qui s'en viennent cette année, puis j'espère qu'ils vont bien les faire, tu sais, parce que c'est des gros titres, puis j'ai bien hâte de voir ça. Mhm. Fait que je te dirais que pour moi, c'est pas mal ça. Ça. Moi, je te dirais que je suis team à penser qu'en ce moment, le futur à court terme, c'est la scène indépendante dans le cinéma d'horreur. C'est là où il y a beaucoup de gens qui ont l'opportunité d'essayer des choses que les réalisateurs de gros studios puis les producteurs de gros studios ne leur permettent pas de faire. C'est eux autres qui ont une recette qui marche, qui génère des profits puis qui leur assure une entrée au cinéma puis de l'argent en retour du box-office au minimum. Fait que ceux qui veulent prendre des risques puis essayer des concepts nouveaux, moi j'ai vraiment l'impression que c'est en scène indépendante que ça va se retrouver, ça. Tu sais, j'ai donné mon exemple de Gin tantôt, là, mais là en ce moment, j'ai écouté la moitié parce que moi, c'est drôle, mais j'écoute mes films d'horreur en faisant du tapis roulant au gym en général. Puis je les écoute généralement divisés en deux. Fait que j'écoute un premier 50 minutes une fois, puis l'autre plus tard, le reste plus tard. Puis en ce moment, je suis en train d'écouter The Woman in the Window, La femme à la fenêtre. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu parmi vous. T'as pas eu remarqué, parce que. Je pense que oui. C'est ça, ça date de 2019. Grosso modo, c'est une femme qui souffre d'agoraphobie puis qui a peur de sortir de chez elle. Puis il y a des nouveaux voisins qui emménagent en avant de chez eux. Puis là, elle remarque des affaires louches, elle se met à les espionner. Mais on sait pas trop si elle est malade, on sait pas trop si elle a des hallucinations, on sait pas trop si elle est folle ou ben si il y a des gens qui profitent du fait qu'elle est considérée comme folle pour jouer avec elle puis en faire une victime, etc. Puis, tu sais, je veux dire, le cadre est très petit. Puis il y a un message très clair par rapport à comment on traite les personnes qui souffrent de problématiques de santé mentale. Fait que un bon sous-texte, une ambiance qui est très très correcte, même si t'es pas effrayant. Puis ce qui est très. La seule affaire que j'ai peut-être à reprocher au film, c'est qu'il y a un personnage qui est la pute à jumpscare. Genre, c'est lui qui fait les jumpscares, puis tu te dis, man, ta gueule, tu me fais chier, des calices, qu'est-ce que tu fais dans ce scénario-là? Mais à part ça, je trouve ça bien, puis c'est un film que j'ai jamais vu passer au cinéma. C'est juste. J'ai vu un moment donné quelqu'un faire une critique sur YouTube de ça, je fais ah, ça a l'air intéressant, je vais aller voir. Puis moi, je trouve que c'est génial. Des fois, tu tombes sur des pépites. Mais bien entendu, des fois, quand tu te promènes dans le cinéma indépendant, tu tombes sur des films comme The Crooked Man, qui est vraiment en poche. Un des problèmes aussi, c'est la démocratisation du cinéma, puis des médias, puis de la diffusion, en fait. C'est justement à cause que, tu sais, il y avait une période, mettons qu'on compare avec YouTube, il y avait une période de YouTube, le monde qui pognait plus sur YouTube, tu sais, c'était plus limité. T'as un PewDiePie, t'as du monde qui sont là depuis longtemps. Mais maintenant, tout le monde a leur propre tribune, tout le monde a ça. Fait que ça, c'est une des affaires que pourquoi je suis pas 100% d'accord que le cinéma indie va être la vague que le monde va prendre. Il y en a qui vont le faire, puis il y en a qui vont le faire bien. Puis c'est ça justement que j'essaie de faire moi-même. Mais vu que il y a tout le temps beaucoup de contenu. Il y a des fois où l'offre va dépasser la demande, puis c'est là que le monde va passer d'un crack. Fait que peut-être que tu vas faire un film, il va pas du tout pogner parce que t'as comme 18 films qui sont sortis pareil cette semaine-là. Puis quelqu'un qui aurait pu sortir un film out of nowhere. Dans le fond, puis devenir comme le prochain whatever, passerait à la place dans le beurre, vu que justement, on a pour le meilleur et pour le pire, moins de gatekeeping puis moins d'affaires comme ça en ce moment. Fait que c'est ça, il faut faire attention de comme. Faut que tu penses marketing, faut que tu penses ça. Fait qu'il faut que tu te portes en tant que créateur d'horreur plusieurs chapeaux, ou que tu sois comme conscient de toutes les affaires de ça. Fait que c'est ça qui est un peu. Bizarre pour pouvoir prédire. C'est ça qui rend ça de plus en plus difficile à prédire. Il y a juste beaucoup de. Je dirais pas de la compétition, mais il y a beaucoup de collègues qui font d'autres affaires, tout ça. Fait que c'est
ça devient de plus en plus difficile d'avoir une voix originale qui se démarque, puis on devient de plus en plus dans la mode où tout le monde font comme des films similaires. Fait que c'est pour ça que, comme je disais, des A24, mais là, Domino avait parlé de Megan tantôt. Puis ça, c'est un autre mode qui est populaire en ce moment-ci, les espèces de comédies à 20 millions, que c'est comme pas des gros films, mais c'est des films, tu sais, t'avais Cocaine Bear, t'avais un autre comédie style horreur qui était sorti entre les deux, j'oublie c'est quoi. Violent Night qui était sorti juste Oh avant mon Dieu. Megan. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est comme du horreur adjacent avec beaucoup de comédie. Puis ça, je pense que Hollywood en ce moment-ci vise un peu ça pour des films. Tu sais, comme Evil Dead a coûté, me semble qu'il a coûté dans les 20 millions. Puis là, il a fait au moins 100 millions la semaine passée. Fait que là, ils sont contents avec. Puis tout ça, puis il va en avoir d'autres. Puis là, Bruce Campbell parle de l'univers cinématique de Evil Dead. Puis c'est Ok. là que je décroche un peu parce que je suis comme, non, c'était cette petite affaire précieuse-là, ce petit film underground-là que moi j'aimais beaucoup. Puis là, maintenant, ça devient un t-shirt comme Nightmare Before Christmas. C'est l'appartenance à l'horreur, des fois, je trouve que ça peut contribuer à ce qui devient un classique ou pas. Puis je trouve que ces affaires-là d'appartenance, c'est mon chemin que j'ai pris en tant que fan de quelque chose, devient de plus en plus. De moins en moins personnel puis unique. Fait que c'est ça. C'est vraiment c'est d'être au courant du landscape autour qui va pas mal décider si tu deviens un classique ou non, tu sais, ou tu fais comme James Gunn, puis tu as fait un film de super-héros violent qui était enchaîné par Guardians of the Galaxy, puis tu deviens comme vraiment chanceux, mais c'est vraiment une très bonne question parce que si j'avais la réponse exacte à cette question-là, je serais vraiment content pour mes prochains projets, en tout cas. Non, c'est sûr. Et sinon, ma petite dernière pour finir, il nous reste environ une vingtaine de minutes avant 21h. Donc, si vous aviez la chance de réaliser un film d'horreur, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ça raconterait? Et est-ce que vous parleriez d'un sous-texte en particulier? Tiens, Domino, vas-y. Ou son cas, c'est mort. Oh, oh. Ah, peut-être ça. Ah, ouais, la batterie de son casque, ouais. La batterie du casque de qui? Ah, Ah, de toi, ça a comme coupé ce que tu disais. Ah, ok, comme... non, excuse, non, c'est un casque à fil, c'est un casque filaire, il peut pas perdre de batterie. Hmm. Ça, c'est génial. Mais ok, je recommence donc. Si vous aviez la chance de réaliser un film d'horreur, qu'est-ce que ce serait? Quelle histoire ça raconterait? Puis est-ce que vous voudriez avoir un sous-texte en particulier? Domino, Ben moi, c'est sûr que, tu sais, j'ai jamais vraiment pensé à une histoire de film d'horreur que j'aimerais faire. Moi, je suis plus comme peinture, dessin, pis tout ça. mhm. Pas vrai. Mais tu sais, c'est comme, vu que tu sais, je suis plus peinture, photo, dessin, ben ça serait sûrement pas mal visuel, mais c'est clair que j'aimerais mieux qu'il y ait un fond, un sous-texte que d'un film, c'est gore, juste gore, puis Ok. pas bon, bout de la ligne, moins bon. Mhm. Ok, c'est bon, parfait. Puis toi, Stoop? moi, il y a une histoire qui s'est passée sur l'île d'Anticosti, qui est pas loin de chez nous. Je sais pas si Ouais? vous avez déjà vu une histoire de cannibale. Non? Ah non, Oh, attends, Il je a suis intéressé là. jamais été moi exploité. aussi, ça. Jamais. Ben, par écrit, je pense qu'il y a eu une couple d'affaires, là. Mais au cinéma ou à la télé, jamais. Fait que, saute là-dessus. C'est à moi. Une affaire dans le style de chasse-galerie, là, des trucs de old school. Ouais, c'est Ah, ça, du folklore, là. Ouais. Mhm. Ouais, ça manque un peu, ça, les films Vrai. québécois de folklore, là, par exemple. C'est ça, il y en a quelques-uns des bons, là, mais ils sont vraiment pas connus, pas très peu Hum, connus. Mais C'est quoi? C'est Guillaume de Métivier avec le poil de la bête, le dernier vrai comme film d'horreur folklorique, là. je pense que oui. Je pense que oui. C'est ça, puis il y a eu un film de zombies québécois aussi qui était clairement une façon de rappeler Invasion des colons sur les Autochtones parce que ben c'est un film qui se passe avec des personnages des Premières Nations. Donc, je l'ai pas vu encore, celui-là. c'est ça. Moi, j'avais entendu parler, faudrait que je revoie là. J'avais vu un top 10 de films d'horreur québécois. Évidemment, il y avait 51-50 rue des Ombres puis Les 7 jours du Talion Ah, dedans. ouais. Merci pour l'article, Stoop. Faut aller checker ça tout de suite après, mais ça m'intéresse de le merci. lire. Ouais, moi tout. Donc, le 29 octobre 1828, ok. Ouais, il va falloir checker ça tantôt. Mais ouais, un film sur le cannibalisme à Anticosti. Ça a l'air de rien, mais quand un film se passe dans un environnement que tu connais, on dirait que ça fout encore plus la chienne parce que t'as l'impression que c'est encore plus proche de toi. Tu sais, moi pour vrai, quand je lis du Patrick Sénécal, vu que c'est québécois, on dirait que je me sens encore plus immergé dans l'histoire que si, mettons, j'avais lu un livre qui se passe dans un environnement aux États-Unis, mettons, du Stephen King, que presque tout se passe dans le Maine. Mais t'imagines-tu ceux qui lisent du Stephen King puis qui restent dans le Maine, dans des villes qui existent pour vrai? Comment ils doivent se Ça doit être sentir? Mais non, je suis d'accord avec toi, qu'est-ce que c'est pour Sénégal, moi tout, Mhm. ça me met bien dedans. T'allais-tu dire quelque chose, Stoop? ouais, j'ai trouvé le titre du film. Oh, ok. Que sera-t-il? Cannibal Anticos.
Cannibale Anticoste. Holocauste. Ben oui, exactement. Je pensais que t'allais dire antipasta, genre. Oh, vrai. Puis tu pourrais même impliquer une creepypasta, parce que tu sais qu'il existe une creepypasta, ben, une histoire de creepypasta au Canada, qui parle d'un lac dans l'ouest canadien, qui est toujours rempli de sang. Genre, vraiment, il y a une histoire sur ça. Ça avait été recensé par le site SCP, etc. Là, mais il y a vraiment une creepypasta sur un lac au Canada qui existe, donc ça. Le Maine, c'est pas loin d'ici. Tu remarqueras aussi que King utilise souvent des noms de familles français québécois. Oui, ben il y a beaucoup de personnes qui ont des noms francophones au Maine. Par exemple, une de mes amies était mariée avec quelqu'un dans le Maine, puis son nom de famille c'était Michaud. Mais c'était un Américain et tout, mais son nom de famille c'était Michaud. Donc, je crois qu'il y a, à part Gauthier, Beaulieu puis Tremblay, il n'y a pas grand chose qui fait plus québécois que Michaud. J'avoue. Il y a souvent le nom Thibodeau aussi qui apparaît. Ouais, Thibaudot, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Puis toi, Jérôme, là, je sais que t'es pas mal dans la réalisation en ce moment, mais mettons que t'avais carte blanche puis budget limité, tout ça. Je suis en train d'écrire un livre, en fait. Ok. Je suis en train d'écrire un livre que justement, je suis en train de vérifier avec les éditions à lire, qui sont ceux qui ont publié Patrick Sénécal, entre autres. Puis c'est un livre à propos de jeunes qui se font chasser dans le bois, puis l'âge moyen des personnages, c'est 12 ans. Oh, ok. Et ça s'appelle Les enfants meurent jeunes. Aïe, 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 aïe. Sans De- dire. Ok. Hey, mais Fait que, ça pète un méchant tabou, hein, parce que dans les films d'horreur, là, des enfants qui meurent de façon spectaculaire, là, il y a comme un petit quelque ben, chose qui. On dirait qu'il y a bien des réalistes qui sont frileux avec ça. Genre, quand les enfants meurent, souvent, c'est des morts cachées. Genre, on sait qu'ils meurent, mais On le voit pas trop. pas trop. Pas trop. Tu sais, juste la mort de Ellie puis de Gage dans les deux films de cimetière. Tu sais, Ouais. on le sait, mais. en tout cas, c'est la première fois que j'en parle publiquement, là, fait que Oh. tu as cette exclusivité-là. Oh. Deux autres petites plugs rapides. J'étais en train de vendre mon premier long métrage que j'ai filmé en 2011 quand j'avais 20 ans, puis je l'ai perdu pendant 10 ans à cause d'un disque dur, puis je l'ai retrouvé pendant la pandémie, puis je l'ai Ok. monté. Ça s'appelle The Devil's Music, puis c'est Oh. un mix de Evil Dead 2 puis de Friday the 13th. Fait que Ok. pendant qu'il y a un tueur Friday the 13th qui se promène, une gang de jeunes dans un party se font posséder par un vinyle que quand tu le joues à l'envers. Puis là, qu'est-ce qui arrive aux 2-3 personnes encore correctes qui sont pognées entre un tueur à la Jason puis des Evil Dead. Fait que là, c'est ça. Mais c'est filmé genre avec genre c'est quasiment pas de budget dans le backyard à mes parents dans le temps. Là. Fait que c'est un film de quand j'étais un kid que j'ai filmé, Mhm. puis là, je suis en train de remonter tout ça. Puis sinon, ben, c'est ça, il y a à frisson.tv, en octobre, il va y avoir la série Tie Man, réalisée par Rémi Mhm. Fréchette, et écrite par moi, qui va être vraiment, qui va kicker des culs. Notre personnage principal, entre autres, qui est joué par une des personnes qui est dans la dernière saison de Plan B, qui est là comme très longtemps dans la saison de Plan B, fait que je trouve ça vraiment le fun. Fait que Mhm. en tout cas, ça va être kicker des culs. Fait que manquez pas ça sur frisson.tv. Puis Mhm. Devil's Music va, aussitôt aussitôt que j'ai comme le go pour en parler, je vais dire où vous pouvez vous le procurer ou peut-être Oh. même aller le voir. Puis Oh, ouais. récemment, une dernière chose, je viens de le soumettre, entre autres, à Fantasia, puis je l'ai aussi soumis à Trauma Dance. Fait que ça Mhm. se peut que je puisse aller chiller avec Lloyd Kaufman puis écouter mon film. Ça serait le fun. Mhm. Ah, c'est vraiment hot, ça. Vraiment, vraiment cool. Ton livre, il changera pas de titre. Non. Ah non. Ok, je suis c'est- intéressé, je vais le marquer, puis je vais le lire, mais qu'il sorte. Les enfants parfait. meurent jeunes. Ben non, mais pourquoi je changerais ce titre-là? Ça, c'est une autre affaire. Parce que je suis prof de sonorisation dans un cégep, là, ça fait comme un an que je l'ai pas fait, mais j'apprends tout le temps à mes étudiants les titres simples, le plus que possible. J'avais un film, un slasher que j'avais fait, que je vais sortir dans pas long aussi, qui s'appelle Killer in the Woods. Puis je sais que c'est générique comme titre, mais c'est C'est suffisant. le titre le plus simple possible, ça devient mémorable. Puis Children Die Young, je trouve que c'est parfait comme titre de livre. C'est vrai. C'est vrai. Puis d'ailleurs, on peut y aller avec un titre très simple, hein. Ça. Il n'y a rien de plus simple que ça. Ouais, effectivement. Ça peut... Ben, en fait, Stephen King a le tour de trouver des livres simples. Hein. Salem, Carrie, Shirley, Cujo, Christine. Ça. Misery. C'est simple, c'est Shining. efficace. Shining, voilà. Ça, là-dessus, c'est vrai, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors que Patrick Sénécal, lui, par exemple, il va... Oui, c'est des choses simples, mais c'est concret puis détaillé. Mettons, 51-50 rue des Ombres, c'est une adresse. C'est plus gros, mais ça dit tout. Justement. Justement. Le Justement. point com.
D'ailleurs, tu sais, moi, si j'avais à dire quel film je ferais, moi, ce serait un film qui serait vraiment très personnel. Parce que moi, ma mère est décédée de la sclérose en plaques en 2017. Et je pense que si j'avais à faire un film d'horreur, ce serait un film d'horreur où le protagoniste principal, voire même les protagonistes, seraient des personnes d'abord en fauteuil roulant. Et, étant donné que, ça, les gens ne le savent pas beaucoup, mais la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune que pour la plupart des gens, ma mère, ça n'a pas été le cas parce qu'elle avait un cycle primaire qui faisait en sorte que ça ne faisait que dégénérer. Mais les personnes qui ont la sclérose en plaques, c'est des personnes qui ont ce qu'on appelle parfois des poussées. Ça veut dire que des fois, à un moment donné, ils vont se réveiller le matin et soudainement, même s'ils ont été en canne pendant plusieurs journées, ils vont être capables de marcher normalement pendant un certain temps. Et là, ça va redégénérer. Sauf que chaque poussée les éloigne de leur état optimal. Fait que ça veut dire que la poussée suivante ne sera jamais aussi forte que celle de la précédente, et etc. Jusqu'à une dégénérescence complète, etc. Fait que moi, je pense que j'essaierais de faire un parallèle entre les actions des personnages et ces fameuses poussées-là, notamment dans la lutte contre les antagonistes, par exemple. Ce serait mon genre. Par contre, je me suis pas arrêté si ce serait un film paranormal, un film slasher ou quelque chose comme ça. Mais je sais que j'aimerais ça exploiter cette thématique-là, un peu comme le film The Taking of Deborah Logan, qui est un found footage où l'antagoniste est une femme avec de l'Alzheimer, puis où on sait pas si c'est son Alzheimer ou de la possession, en fait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle se mette à têter la tête de quelqu'un, ça, on comprend assez vite, là, mais avant ça, toute l'angoisse est tournée autour de ça, puis moi, je trouve que c'est du génie, puis ça a été bien exploité. Mais je ferai un film autour de cette thématique-là. Ça, c'est clair. Tu peux faire aussi de l'allégorie un peu comme The Fly de David Cronenberg. En fait, si tu le regardes dans l'optique que l'intention du film, c'est en fait à propos de quelqu'un qui vit que son partner a le sida. En fait, c'est une allégorie au sida dans les années fin 80. Fait que tu sais, il commence à perdre ses dents, il commence à whatever. Fait que, est-ce que tu es capable de continuer à être là pour quelqu'un qui a le sida si la personne continue à être comme de plus en plus agressive puis à te dire de t'en aller pis tout ça. Fait que si tu regardes The Fly avec ça, puis en plus Gina Davis puis Jeff Goldblum dans ce film-là, c'est un des 3 films qu'ils ont fait ensemble quand ils étaient mariés. Ils ont aussi fait Transylvania 65000 puis Earth Girls Are Easy. Mais The Fly, c'est probablement le meilleur film que nos taxes ont payé pour. Là. Ah ouais? Ah, c'est fort, The Fly. C'est vraiment un bon film. Oui, d'ailleurs, il existe un film apparemment aussi qui est sorti dans les années 50, qui est... Oui. C'est ça. En noir et blanc, oui. Avec Vincent Price. Avec Vincent Price, oh mon Dieu. Ok, là, Avec Vincent Price. ouais, effectivement, à cette époque. Mais il joue le frère de The Fly, c'est pas lui qui est The Fly dans le film. Ok. Ok, c'est bon. Donc, hey, salut Notlex. Écoute, c'est dommage, tu arrives vers la fin, en fait. C'est des choses qui arrivent comme ça. Mais écoute, ça faisait le tour de mes questions aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai enregistré la séquence, je vais la mettre disponible sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez faire point d'exclamation YouTube si vous voulez vous y abonner. Là, en ce moment, il n'y a plus aucune vidéo dessus, c'est normal, parce que vu que j'ai refait au complet mon identité Twitch, eh bien, tout mon ancien contenu vidéo, je l'ai mis en privé maintenant. Pour l'instant, la chaîne est vide, mais éventuellement apparaîtra une rediffusion de ce podcast-là que vous pourrez réécouter à tout moment. Nul besoin d'avoir l'image, juste d'entendre nos voix absolument magnifiques. Donc, je vais demander à mes invités de ne pas s'en aller tout de suite dès qu'on a fini. Je vais faire cesser l'enregistrement et vous souhaiter une très belle fin de soirée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer en raid dans pas très long. Fait que je vous dis ciao ciao, j'arrête l'enregistrement, puis on part en raid. Fait que... Bonne soirée! Bonne soirée! Bye!